Sur la place, une petite fille pauvre dort dans une boîte en carton. Lorsque le jeune milliardaire s'approche, elle dit « Je dors ici toutes les nuits, mais s'il vous plaît, ne le laissez pas avoir froid. » En voyant ce qui se trouve à côté d'elle, il est bouleversé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Nathan ajusta sa cravate pour la 5e fois ce soir-là. La salle de bal de l'hôtel scintillait de lumière dorée et de verre en cristal. Sourire poli, poignée de main ferme et chèque généreux circulaient dans un ballet prévisible. À 31 ans, Nathan savait exactement comment se comporter lors de ces événements, qui saluer, quand sourire. Son entreprise avait fait don d'une somme considérable à la cause, quelle qu'elle soit, il ne s'en souvenait même plus. Excellente initiative, Monsieur Fischer, dit une femme plus âgée aux cheveux gris et collier de perles. Merci, répondit-il automatiquement. Une autre poignée de main, un autre sourire. Il vérifia sa montre. 22h30. Assez de temps pour une sortie discrète. Nathan se dirigea vers l'hôte, exprima ses remerciements et sortit dans la nuit froide d'octobre. Le luxe de l'hôtel fut laissé derrière alors qu'il desserra sa cravate et déboutonna le haut de sa chemise. Il prit une profonde inspiration. L'air glacial lui cisailla les poumons comme un couteau. Pourquoi tout cela semblait-il si vide? C'était logique, bien sûr, aider les nécessiteux, partager la richesse, se sentir utile. Mais il ne ressentait rien d'autre que la satisfaction d'une obligation accomplie, un autre élément coché sur son agenda. Nathan fourra ses mains dans les poches de son manteau et s'écarta de son chemin habituel. Il n'était pas encore prêt à rentrer dans son appartement. Westfield Square apparut, éclairé par des lampadaires jaunâtres. Les bancs étaient vides, les arbres se balançaient dans le vent et une fine brume couvrait le sol. L'endroit était désert, comme il s'y attendait à cette heure et par ce froid. Un mouvement attira son attention. Quelque chose remua près d'une poubelle. Nathan plissa les yeux, alerte. Une grande boîte en carton, du genre utilisé pour transporter des appareils électroménagers, vacilla légèrement. Probablement un chat errant, pensa-t-il. Mais la curiosité le poussa à faire quelques pas de plus. La boîte bougea de nouveau, cette fois plus fort. Puis, à son grand étonnement, une petite main apparut sur le bord, suivie d'une tête aux cheveux sombres et ébouriffés. Une petite fille. Nathan se figea. L'enfant le regarda avec des yeux craintifs mais résolus. Elle ne pouvait pas avoir plus de 4 ans. « Ne le laissez pas avoir froid, s'il vous plaît, dit-elle d'une voix aussi petite qu'elle. « Quoi ?» Nathan s'approcha, confus. « Qui a froid? Es-tu seul ici ?» La fille montra l'intérieur de la boîte. Nathan s'accroupit et écarta le carton plié qui servait de couvercle. Son cœur s'arrêta une seconde. Un bébé. Un tout petit bébé, enveloppé dans un tissu fin, visiblement tremblant. Ses lèvres avaient une teinte bleutée qui poussa Nathan à retirer immédiatement son manteau. « Mon Dieu » murmura-t-il, enveloppant le bébé dans son manteau. « Qui vous a laissé ici ?» La fille ne répondit pas. Elle observait simplement les mouvements de Nathan attentivement, comme pour évaluer s'il était digne de confiance. Nathan sortit son téléphone de sa main libre et composa le 911. Tout en expliquant la situation à l'opérateur, il garda le bébé près de sa poitrine, essayant de le réchauffer. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à la fille une fois qu'il eut raccroché. « Maisie » répondit-elle, toujours immobile à côté de la boîte. « Et lui ?»« Rowan. C'est mon frère. » Nathan hocha la tête, comme si cela expliquait tout. « L'ambulance est en route, Maisie. Nous allons emmener Rowan quelque part au chaud, d'accord ?» Elle hocha la tête, sortant enfin complètement de la boîte. Elle portait une robe bien trop fine pour cette nuit et ses chaussures étaient mouillées. Nathan se demanda s'il devait la serrer dans ses bras aussi, mais elle garda ses distances. Les gyrophares de l'ambulance apparurent au coin de la place quelques minutes plus tard. Les ambulanciers coururent vers eux. Nathan expliqua comment il avait trouvé les enfants. Une femme en uniforme tenta de prendre le bébé, mais rencontra une résistance. « C'est bon » dit Nathan, se surprenant lui-même. « Je vais le porter jusqu'à l'ambulance. » À l'intérieur, Maisie s'assit près de Nathan, qui tenait toujours Rowan. Un ambulancier vérifia les signes vitaux du bébé tandis que l'autre conduisait rapidement vers l'hôpital. « Êtes-vous le père » demanda l'ambulancier. « Non » répondit Nathan. « Je les ai trouvés sur la place, seuls. » L'homme hocha la tête gravement. « Ce bébé a besoin de chaleur et de soins urgents. On dirait qu'il n'a que quelques jours. » Nathan jeta un coup d'œil à Maisie, qui fixait intensément son frère. Il essaya d'imaginer ce qui se passait dans sa tête.
Comment ces enfants avaient-ils pu se retrouver dans une boîte en carton sur une place vide par une nuit aussi froide? Est-ce qu'il va s'en sortir? Demanda Maisie, sa voix à peine audible. Nous ferons de notre mieux, petite, répondit l'ambulancier. Nathan sentit une boule dans sa gorge. Une enfant de 4 ans ne devrait pas avoir à s'inquiéter de la survie de son frère. Elle devrait être à la maison, en sécurité, à écouter des histoires avant de dormir. Soudain, Maisie se mit à chanter. Ce n'était pas exactement une chanson, pas de mélodie claire ni de paroles sensées. C'était plutôt un murmure rythmique avec des mots inventés et des tons doux. Elle se pencha plus près de son frère dans les bras de Nathan et continua sa berceuse improvisée. Le bébé, qui avait été agité jusqu'alors, se détendit un peu. Ses yeux restèrent fermés, sa respiration irrégulière inchangée, mais son petit corps semblait moins tendu. « Il aime quand je chante », expliqua Maisie, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Maman chantait comme ça. À l'hôpital, Nathan aurait dû partir. Son rôle s'arrêtait là. Il avait trouvé les enfants, appelé à l'aide, les avait conduits à l'hôpital. Mission accomplie. Mais quelque chose l'empêcha de partir. Peut-être la façon dont Maisie lui tenait la main quand ils entrèrent aux urgences, ou la supplique silencieuse dans ses yeux, le priant de ne pas être à nouveau laissé seul. Il resta. Il s'assit dans la salle d'attente pendant que les médecins examinaient Rowan. Maisie resta à ses côtés, maintenant enveloppée dans une couverture que l'infirmière lui avait donnée. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux disaient tout, la peur, l'inquiétude et un fardeau bien trop lourd pour quelqu'un de si petit. « As-tu faim » demanda Nathan. Elle hocha la tête. Il acheta des sandwichs et du jus à la cafétéria de l'hôpital. Maisie mangea en silence, surveillant la porte par laquelle son frère avait été emmené. « Tu nous as sauvés » dit-elle soudain, entre deux bouchées. Nathan déglutit difficilement. Il ne se sentait pas comme un héros. Il était juste un homme qui se trouvait au bon endroit au bon moment. Où était-ce le mauvais endroit au mauvais moment? Il n'arrivait pas à décider. N'importe qui aurait fait la même chose, répondit-il. Maisie secoua la tête. Non. Beaucoup de gens sont passés et ne nous ont pas vus. Ces mots simples frappèrent Nathan comme un coup de poing. Combien de personnes avaient traversé cette place avant lui? Combien avaient entendu un cri, remarqué une boîte qui bougeait, et avaient simplement continué leur chemin, absorbés par leur propre vie? Une infirmière apparut à la porte de la salle d'attente. « Monsieur Fischer? Le docteur aimerait vous parler. » Nathan hésita, jetant un coup d'œil à Maisie. Il ne voulait pas la laisser seule. « Elle peut rester avec moi », proposa l'infirmière, remarquant son inquiétude. « Nous allons lui trouver des vêtements secs. » Maisie serra la main de Nathan. « Tu reviens? » « Je te le promets, » répondit-il, surpris par la sincérité de sa propre voix. Le médecin l'attendait dans un petit bureau. Un homme d'âge moyen avec des cernes profonds sous les yeux et une expression fatiguée mais gentille. « Monsieur Fischer, je suis le docteur Harris. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait ce soir. » Nathan secoua la tête, mal à l'aise avec cette gratitude. « Comment va le bébé? » Nous avons réussi à le stabiliser. Hypothermie, malnutrition, déshydratation. Mais il est fort. Il va s'en sortir. Et ensuite? Qu'est-ce qui va leur arriver, à lui et à sa sœur? Le médecin soupira, enlevant ses lunettes et massant l'arête de son nez. C'est une situation compliquée. La petite nous a dit quelque chose. Leur mère est décédée après l'accouchement, il y a environ une semaine. Il semble que c'était une naissance à domicile, sans assistance médicale. Le père, eh bien, il semble qu'il se soit volatilisé. Il les a abandonnés? Il semblerait. Maisie a dit que son père était parti chercher de la nourriture un jour après la naissance de Rowan et n'est jamais revenu. Ils sont restés seuls dans l'appartement pendant 2 jours, jusqu'à ce que le propriétaire se présente, réclamant des loyers impayés. Elle a eu peur et s'est enfuie avec son frère. Nathan sentit une vague de colère. Comment pouvait-on abandonner 2 enfants comme ça? Nous avons prévenu les services sociaux, continua le médecin. Ils seront placés en famille d'accueil temporaire dès que le bébé pourra sortir de l'hôpital. Famille d'accueil. Le mot pesa lourdement dans l'estomac de Nathan. Il imagina Maisie et Rowan dans un endroit froid, impersonnel, séparés l'un de l'autre, attendant une famille qui ne viendrait peut-être jamais. Combien de temps le bébé restera-t-il à l'hôpital? Au moins 1 semaine, peut-être plus, selon sa réponse au traitement. Nathan hocha la tête, absorbant l'information. 1 semaine. 7 jours. 168 heures.
Une éternité pour une enfant de 4 ans qui venait de perdre sa mère et d'être abandonnée par son père. Puis-je le voir? Le médecin le conduisit à l'unité de soins intensifs néonatal. Rowan reposait dans une couveuse, reliée à des tubes et des moniteurs. Il semblait encore plus petit et plus fragile sous les lumières blanches de l'hôpital. Voulez-vous amener Maisie le voir? Si c'est possible, oui. Quelques minutes plus tard, Maisie entra dans la chambre, vêtue d'habits d'hôpital, un pyjama d'enfant qui semblait immense sur sa petite silhouette. Ses cheveux étaient peignés et ses pieds étaient maintenant dans des chaussettes propres et sèches. Elle courut directement vers la couveuse dès qu'elle vit son frère. Rowan. Une infirmière la souleva pour qu'elle puisse mieux voir. Maisie posa sa main sur la vitre de la couveuse, comme si elle essayait de le toucher à travers. « Est-ce qu'il dort » demanda-t-elle. « Oui » répondit l'infirmière. « Il se repose pour reprendre des forces. » Maisie hocha la tête, sérieuse. Puis, à la surprise générale, elle recommença à chanter. Cette même mélodie sans forme, ce même murmure rythmique qu'elle avait utilisé dans l'ambulance. Nathan sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une pointe qui n'était pas désagréable, mais définitivement intense. Il regarda la petite fille chanter pour son frère à travers la vitre, le protégeant de la seule manière qu'elle connaissait. L'infirmière échangea un regard avec le médecin. Quelque chose de non dit passa entre eux. « Elle fait ça depuis qu'ils sont arrivés » demanda le docteur Harris. Nathan hocha la tête. « Sur le trajet aussi. Elle a dit que leur mère chantait comme ça. » Le médecin hocha la tête, pensif. C'est incroyable le lien qui les unit. Elle se sent responsable de lui, même si jeune. Maisie continuait de chanter, inconsciente de la conversation des adultes. Son monde, à ce moment-là, n'était que Rowan et cette berceuse. « Que va-t-il leur arriver maintenant » demanda Nathan, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. « L'assistante sociale viendra demain matin. Ils essaieront de trouver un parent, mais d'ici là, je peux les prendre. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse réfléchir. Nathan fut aussi surpris que le médecin et l'infirmière. « Je veux dire, jusqu'à ce qu'il trouve un parent ou un foyer permanent, » ajouta-t-il rapidement. « J'ai de la place dans mon appartement. Je peux m'occuper de Maisie pendant que Rowan reste à l'hôpital. » Le docteur Harris l'étudia un moment. « Vous devrez en discuter avec les services sociaux. Il y a des procédures à suivre. » « Je comprends. Mais au moins pour ce soir, peut-elle rester avec moi, ici à l'hôpital? Je ne veux pas qu'elle soit seule. » Le médecin hésita, puis accepta. « Je vais faire préparer un lit d'appoint dans la chambre d'observation. Vous pourrez y rester cette nuit. » Maisie termina sa berceuse et se tourna vers Nathan, comme si elle ne le remarquait que maintenant. « Est-ce qu'il va aller bien? » « Il ira bien, » répondit Nathan, surpris par la certitude dans sa propre voix. « Vous irez bien tous les deux, je te le promets. » Elle l'étudia un moment avec des yeux bien trop sages pour son petit visage. Puis, à son grand étonnement, elle tendit les bras vers lui, demandant à être portée. Nathan la souleva, sentant sa légèreté. Maisie posa sa tête sur son épaule, épuisée. En quelques secondes, elle dormait. Le poids de cet enfant dans ses bras lui parut à la fois étrange et familier, comme si un espace vide en lui, dont il ignorait même l'existence, venait soudain d'être comblé. « Je crois que je viens de faire une promesse que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir, » murmura-t-il au médecin. Le docteur Harris sourit doucement. Les meilleures promesses le sont souvent. Cette nuit-là, allongé sur le lit de fortune dans la chambre d'hôpital, Maisie dormant dans le lit à côté de lui, Nathan fixa le plafond et pensa à la façon dont sa vie avait complètement changé en quelques heures. D'un gala de charité vide à 2 enfants abandonnés. D'un homme solitaire, quoi exactement? Un tuteur temporaire? Le son doux de la respiration de Maisie remplissait le silence de la pièce. Il ne semblait pas juste qu'elle ait tant perdu en si peu de temps. Il ne semblait pas juste que la vie de Rowan ait commencé dans une boîte en carton. Peut-être que la vie n'était pas une question de justice, pensa Nathan. Peut-être s'agissait-il de rencontres inattendues sur des places désertes, de cœurs vides qui trouvent soudain quelque chose pour quoi battre. Il ferma les yeux, imaginant ce que demain apporterait. L'assistante sociale, les questions, la paperasse. Il n'avait aucune idée de comment les convaincre de laisser Maisie rester avec lui, même temporairement. Il n'avait aucune expérience avec les enfants, aucune formation. Mais il savait une chose avec certitude, il ne laisserait plus ses enfants seuls. Pas s'il pouvait l'éviter. Avec cette pensée, Nathan s'endormit enfin, tandis qu'à l'extérieur, la ville continuait sa vie, indifférente aux petits miracles qui s'étaient produits en cette froide nuit d'octobre.
3 jours passèrent, Nathan partageant son temps entre l'hôpital et le travail. Chaque nuit, il dormait sur la chaise inconfortable à côté de la couveuse de Rowan, tandis que Maisie se blottissait sur un canapé de fortune. Les infirmières les connaissaient par leur nom maintenant, et l'une d'elles apportait toujours du chocolat chaud à Maisie ces matins froids. Ce mercredi-là, Nathan arriva plus tôt que d'habitude. Il trouva le docteur Harris examinant Rowan, qui semblait plus rose et plus actif que les jours précédents. « Bonne nouvelle », dit le médecin, souriant pour la première fois depuis leur rencontre. « Ce petit bonhomme est un battant. Il répond mieux au traitement que prévu. » Nathan ressentit un soulagement immédiat. « Alors, il est hors de danger ?» La phase critique est passée. Maintenant, il s'agit de prendre du poids et des forces. Maisie, qui dessinait dans un carnet offert par une infirmière, leva la tête. « On peut l'emmener à la maison ?» Le médecin et Nathan échangèrent un regard. La maison. Le mot flottait dans l'air comme une question sans réponse. Quelle maison? L'appartement qu'ils avaient partagé avec leur mère avait disparu. Un foyer d'accueil n'était que cela, temporaire. Le docteur Harris s'éclaircit la gorge. Techniquement, il pourrait sortir demain, mais, pressa Nathan. L'assistante sociale n'a toujours pas trouvé de foyer temporaire disponible pour les accueillir. Les foyers sont surchargés à cette période de l'année avec l'arrivée du froid. Le service de l'enfance est débordé de cas. Nathan sentit l'adrénaline parcourir son corps. C'était sa chance. L'opportunité qu'il attendait depuis qu'il avait inexplicablement décidé qu'il n'abandonnerait pas ses enfants. Ils peuvent rester avec moi. Le médecin le regarda, surpris. Je pensais que votre offre n'était que pour cette nuit-là. Moi aussi, admit Nathan. Mais 3 jours ont passé et personne n'est venu pour eux. Je ne peux pas simplement les laisser dans un couloir d'hôpital ou un foyer surpeuplé. Monsieur Fischer, s'occuper de 2 enfants, surtout d'un nouveau-né, n'est pas simple. Avez-vous une expérience dans ce domaine? Nathan déglutit difficilement. Non. Mais je peux apprendre. J'engagerai de l'aide professionnelle. Et ce n'est que temporaire, jusqu'à ce que les services sociaux trouvent une situation plus permanente. Maisie observait la conversation, ses yeux passant d'un homme à l'autre, essayant de déchiffrer ce qui était en jeu. « Tu vas nous laisser vivre chez toi ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'espoir qui serra le cœur de Nathan. « Si c'est autorisé, oui. » Son sourire illumina la pièce. « Est-ce que Rowan va aimer ta maison ?»« Je l'espère, » répondit-il, ne sachant quoi dire d'autre. Son appartement de 2 chambres au centre-ville n'était pas exactement adapté aux enfants. Il était fonctionnel, minimaliste, sans grande personnalité. Comme sa vie jusqu'à ce moment. Le docteur Harris soupira. « Je vais appeler Madame Reynolds des services sociaux. En fin de compte, c'est elle qui décide. » 2 heures plus tard, Nathan était assis en face d'une femme d'âge moyen aux cheveux gris épinglés en un chignon sévère. Ses lunettes à monture épaisse glissaient sur son nez alors qu'elle examinait ses documents. « Monsieur Fischer, je comprends votre préoccupation, mais il y a des procédures que nous devons suivre. Nous ne pouvons pas simplement confier 2 enfants vulnérables à quiconque se présente. » « Je ne suis pas n'importe qui, » répondit Nathan, essayant de garder son calme. « C'est moi qui les ai trouvés. J'ai passé les 3 derniers jours avec eux. Maisie me fait confiance. » Madame Reynolds l'étudia par-dessus ses lunettes. « Et quel est votre intérêt dans cette affaire? Pourquoi vous souciez-vous autant ?» La question le prit au dépourvu. Pourquoi se souciait-il autant? Que signifiaient ces enfants pour lui, un homme célibataire de 31 ans, axé sur sa carrière, sans projet de famille? Je ne peux pas l'expliquer, admit-il finalement. Mais quand je les ai trouvés sur cette place, quelque chose a changé. Je ne peux pas simplement retourner à ma vie et prétendre qu'il n'existe pas. L'assistante sociale resta silencieuse un moment, considérant ses paroles. Puis, à la surprise de Nathan, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Vous savez, Monsieur Fischer, dans ce métier, nous apprenons à nous méfier des motivations des gens. Nous voyons tant de cas difficiles, tant d'histoires tristes. Parfois, quand quelqu'un comme vous se présente, notre première réaction est de soupçonner. Elle ferma le dossier. Mais nous apprenons aussi à reconnaître la sincérité quand nous la voyons. Et vous semblez sincère. Alors, voici ce que nous allons faire. À titre de mesure temporaire, pour éviter que les enfants ne se retrouvent dans un foyer surchargé, je vais autoriser leur séjour sous vos soins provisoires. Mais avec des conditions. Nathan hocha la tête, anxieux. Quelles conditions? Des visites régulières des services sociaux. Une enquête complète sur vos antécédents et votre situation financière.
Une inspection de votre appartement pour s'assurer qu'il est adapté aux enfants. Et vous devrez suivre un cours de puériculture. J'accepte toutes les conditions. Une dernière chose, ajouta-t-elle. Vous devrez engager une aide professionnelle pour vous occuper du bébé, au moins pendant les premières semaines. Une infirmière pédiatrique ou une nounou expérimentée. Je comptais déjà le faire. Madame Reynolds repoussa ses lunettes sur son nez. Très bien. Alors, je vais préparer les documents. Si tout se passe bien, les enfants pourront rentrer chez vous demain. Nathan pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Il quitta le bureau de l'assistante sociale, se sentant à la fois exalté et terrifié. Qu'était-il en train de faire? Comment allait-il transformer son appartement de célibataire en foyer pour 2 enfants du jour au lendemain? Alors qu'il traversait le couloir de l'hôpital, son esprit dressait déjà des listes. Il aurait besoin d'un berceau, de couches, de vêtements, de biberons, de nourriture adaptée pour Maisie. Et où mettrait-il tout ça? Sa deuxième chambre était essentiellement un bureau avec juste un bureau et un canapé. Quand il retourna à l'unité de soins intensifs néonatal pour annoncer la nouvelle à Maisie, elle sembla deviner la réponse rien qu'en voyant son visage. « On va vivre dans ta maison ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Pour l'instant ?» « Oui. » Elle frappa dans ses mains, excitée. « J'aurai ma propre chambre ?» « Bien sûr. Je préparais tout pour demain. » « Où va dormir Rowan ?» Nathan n'y avait pas pensé. « Dans sa propre chambre, je suppose ?» Maisie fronça les sourcils. « Mais il est trop petit pour être seul. Et s'il pleure la nuit et que personne ne l'entend ? H, peut-être qu'il peut rester dans ta chambre pour l'instant ?» Elle hocha la tête, satisfaite. « Je m'occuperai de lui. Je sais chanter la chanson qu'il aime. » Nathan sourit, s'émerveillant de la maturité de cet enfant de 4 ans. Elle avait assumé le rôle de protectrice de son frère si naturellement qu'il oubliait parfois à quel point elle était petite et vulnérable. Les 24 heures suivantes furent une course contre la montre. Nathan ne quitta l'hôpital que pour transformer son appartement en un espace un minimum adapté aux enfants. Il vida le bureau, déplaçant le bureau dans un coin du salon. Il acheta un lit d'enfant, des draps colorés, un berceau que le vendeur assura être le plus sûr du marché, assez de couches pour un mois, des biberons, du lait maternisé, un chauffage d'appoint et des dizaines d'autres articles dont il ignorait l'existence. Dans un magasin de vêtements pour enfants, il s'arrêta devant une sélection écrasante. « Première fois ?» demanda une vendeuse d'âge moyen au sourire compréhensif. « C'est si évident ?» Tous les nouveaux parents ont ce regard paniqué, rit-elle. « Je peux vous aider. » Nathan expliqua la situation aussi simplement que possible. Il accueillait 2 enfants, une fille de 4 ans et un nouveau-né. La vendeuse, touchée par l'histoire, le guida à travers le magasin, choisissant l'essentiel. « Les filles de 4 ans aiment généralement choisir leurs propres vêtements, » expliqua-t-elle. « Achetez le nécessaire maintenant, puis amenez-la choisir quelques pièces. Quant au bébé, il grandira vite les premiers mois, alors n'achetez pas trop. » Lors de son dernier arrêt, Nathan visita une agence de nounous recommandée par l'hôpital. La réceptionniste écouta attentivement ses besoins. « Nous avons plusieurs professionnels expérimentés avec les nouveau-nés, dit-elle. Mais pour votre situation, je recommande Linda. Elle a 20 ans d'expérience et a travaillé avec plusieurs familles dans des situations inhabituelles. » 2 heures plus tard, Nathan était assis dans son appartement fraîchement réaménagé, parlant à une femme robuste d'une 50aine d'années, aux cheveux roux et aux yeux bienveillants. « Alors, vous ne vous êtes jamais occupé d'enfants avant ?» demanda Linda sans détour. « Jamais. Et vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » Nathan rit nerveusement. « C'est si évident ? Vous avez acheté des couches taille 2 pour un nouveau-né et le lit d'enfant que vous avez monté est à l'envers. » Elle sourit. « Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vu pire. » Linda inspecta l'appartement d'un œil critique. « Il faut quelques adaptations de sécurité, cache-prise, verrou d'armoire, une barrière de sécurité pour l'escalier. Mais l'essentiel est là. »« Pensez-vous qu'ils iront bien ?» demanda Nathan, révélant son insécurité. Linda l'étudia un moment. « Les enfants n'ont pas besoin de perfection, Monsieur Fischer. Ils ont besoin de stabilité, d'affection et de patience. Le reste, on s'en occupe au fur et à mesure. » Cette nuit-là, Nathan put à peine dormir. À 6 heures du matin, il était debout, vérifiant chaque détail de l'appartement une dernière fois. À 9 heures, il était à l'hôpital, signant les derniers documents de sortie pour Rowan. « Rappelez-vous, il a encore besoin de soins particuliers, » expliqua le docteur Harris en lui remettant les ordonnances et les instructions.
Contrôles hebdomadaires, mesures quotidiennes du poids, attention particulière à sa température corporelle. L'infirmière que vous avez engagée saura quoi faire, mais restez vigilant. Nathan hocha la tête, absorbant chaque mot comme si sa vie en dépendait. D'une certaine manière, c'était le cas. Celle de Rowan, du moins. Maisie rayonnait dans sa nouvelle robe et le sac à dos que Nathan lui avait acheté. À l'intérieur, elle n'avait que son bloc de dessin et le crayon que l'infirmière lui avait donné, mais elle le portait comme s'il contenait des trésors. « Prête à partir ?» demanda-t-elle, impatiente. « Presque. Rowan doit d'abord s'habiller. » Une infirmière apporta le bébé, maintenant vêtu d'une grenouillère bleu clair et enveloppé dans une couverture plus épaisse que le tissu fin dans lequel Nathan l'avait trouvé. Il avait l'air si petit et fragile que Nathan eut peur de le tenir. « Vous devez soutenir sa tête », instruisit l'infirmière, plaçant Rowan dans ses bras. « Comme ça, voyez-vous. Il ne peut pas encore la tenir. » Nathan ajusta ses bras, sentant le léger poids du bébé. Rowan ouvrit les yeux un instant, ces mêmes yeux bleus profonds qu'il avait frappés le premier jour, puis se rendormit. « Il t'aime bien », dit Maisie en observant. « Comment tu sais ? » « Parce qu'il ne pleure pas. Il pleure avec presque tout le monde. » Nathan sourit, reconnaissant pour ce vote de confiance. Avec Rowan en sécurité dans un bras et la main de Maisie dans l'autre, il sortit de l'hôpital dans la journée d'automne ensoleillée. Le trajet jusqu'à la maison fut calme. Maisie regardait par la fenêtre du taxi, découvrant la ville qui serait désormais sa maison. Rowan dormait paisiblement dans le siège auto que Nathan avait installé avec l'aide du chauffeur. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble, le concierge les salua avec curiosité. « Une nouvelle famille, monsieur Fischer ?»« Quelque chose comme ça, Paul, » répondit Nathan, ne sachant comment expliquer autrement. « Ils vont rester avec moi pendant un certain temps. » Dans l'appartement, Linda était déjà là, ayant utilisé la clé que Nathan lui avait donnée la veille. L'endroit semblait plus accueillant qu'il ne s'en souvenait. Rideaux ouverts, une soupe maison mijotant sur la cuisinière, la chambre des enfants arrangée de manière plus fonctionnelle. « Bienvenue à la maison, » dit-elle avec un sourire. Maisie entra timidement, regardant autour d'elle le nouvel espace avec des yeux curieux. Elle s'arrêta devant le lit au drap à motif d'étoiles et de lune. « C'est mon lit ? » « C'est ça, » répondit Nathan. « Tu aimes ?» Elle hocha la tête, courant toucher les draps. Puis elle remarqua le berceau à côté du lit. « Et ça, c'est le lit de Rowan, juste à côté du mien ? J'ai pensé que tu voudrais être près de lui. » Le sourire que Maisie lui adressa valait chaque centime et chaque minute que Nathan avait investi ces derniers jours. Les premières heures furent une leçon intensive pour Nathan. Linda lui montra comment changer les couches, préparer les biberons à la bonne température, faire le rot à Rowan et vérifier son confort. Maisie observait tout attentivement, offrant occasionnellement ses propres conseils. « Il aime quand tu le berces comme ça, » dit-elle, démontrant avec ses mains. « Pas trop vite. » Ce soir-là, après le dîner, Linda dit au revoir. « Je serai de retour à 7 heures demain. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit, à tout moment. » Nathan la remercia, essayant de cacher la panique qu'il ressentait. Il allait être seul avec les enfants pour la première fois. Suivant les instructions, il aida Maisie à prendre son bain, à se brosser les dents et à enfiler son nouveau pyjama. Rowan eut son dernier biberon de la journée et fut couché dans le berceau, propre et nourri. « Au lit », annonça Nathan, tentant de paraître confiant. Maisie grimpa dans son lit mais ne s'allongea pas. « Comment tu vas raconter une histoire ?» Nathan se figea. Il n'avait acheté aucun livre pour enfants. Quel genre d'histoire aimerais-tu ? Maman racontait toujours celle de la princesse qui a sauvé le dragon. La princesse a sauvé le dragon ? Ce n'est pas plutôt l'inverse d'habitude ? Maisie secoua la tête. Non. Le dragon était triste parce que tout le monde avait peur de lui. La princesse était la seule à voir qu'il était gentil. Nathan sourit. Ça a l'air d'une super histoire. Comment commence-t-elle ? Il était une fois. Il s'assit sur le bord du lit et improvisa un conte sur une princesse courageuse qui se lia d'amitié avec un dragon solitaire. Maisie corrigeait parfois les détails. Le dragon était bleu, pas vert, ou il ne crachait du feu que quand il était contrarié. Quand l'histoire fut terminée, elle s'allongea enfin. Maintenant, je dois chanter pour que Rowan dorme. Nathan hocha la tête, la regardant se pencher sur le berceau et commencer cette même berceuse sans mélodie, ce même murmure rythmique auquel il était maintenant habitué. Rowan, qui s'agitait, se calma immédiatement. Plus tard, après que Maisie se fut endormie, Nathan retourna doucement dans la chambre.
Il regarda les deux enfants dormir, n'arrivant toujours pas à croire qu'ils étaient là, dans son appartement, sous sa garde. Rowan remua dans le berceau, émettant un léger bruit. Nathan s'approcha, craignant qu'il ne se réveille. Le bébé ouvrit les yeux un instant, regarda Nathan, puis se rendormit, content. Ce simple acte, la confiance instinctive d'un bébé, toucha quelque chose de profond en Nathan. Il réalisa, avec une clarté qu'il n'avait pas eue auparavant, qu'il n'aidait pas seulement ses enfants. D'une certaine manière, il le sauvait aussi. Il retourna au salon et s'assit sur le canapé, épuisé mais incapable de dormir. Son téléphone affichait 3 appels manqués de Claire, sa sœur. Elle savait probablement déjà par des amis communs sa nouvelle situation familiale. La conversation difficile pouvait attendre demain. Pour l'instant, tout ce qui comptait, c'était les 2 enfants endormis dans la chambre voisine, confiants qu'ils seraient là à leur réveil. Et ils le seraient. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Nathan avait ramené Maisie et Rowan à la maison. Les visites de l'assistante sociale étaient maintenant toutes les 2 semaines au lieu d'être hebdomadaires, signe que les choses allaient bien. Rowan prenait du poids et des couleurs, ressemblant enfin à un bébé en bonne santé. Maisie faisait encore des cauchemars occasionnels, mais se réveillait généralement en souriant, impatiente de commencer la journée. Pourtant, une question persistait dans l'esprit de Nathan, où était le père des enfants? Comment un homme pouvait-il simplement abandonner ses enfants comme ça? Plus important encore, y avait-il une chance qu'il revienne un jour pour les réclamer? Cette dernière pensée poussa Nathan à engager un détective privé recommandé par son avocat. « Alors, vous voulez retrouver le père des enfants », dirait Martin, un homme d'une 50aine d'années, avec de subtiles cicatrices sur le visage et des yeux qui semblaient avoir tout vu. Pourquoi faire? Les lui rendre? Nathan sentit un frisson. Non. J'ai besoin de savoir s'il représente une menace, s'il va se pointer un jour en voulant récupérer ses enfants. Martin hocha la tête, compréhensif. Que savez-vous déjà de lui? Presque rien. Maisie a dit qu'il s'appelait Daniel. Le nom de la mère était Ellie, Eleanor Carter. Elle est morte peu après la naissance de Rowan, à la maison, sans aide médicale. C'est tout ce que j'ai. Dernière adresse de l'appartement, 47 Hawkins Street, appartement 3C. J'y suis déjà allé. Le propriétaire a dit qu'ils avaient 3 mois de loyer de retard. Il ne savait rien du père, seulement qu'il faisait des petits boulots, jamais rien de stable. Martin griffonna les informations dans un carnet usé. C'est un début. Il nous faudra l'acte de naissance de Maisie, s'il existe. Tous les documents du couple, des photos si la petite en a. Maisie n'a rien apporté d'autre que les vêtements qu'elle portait. Tout le reste est resté à l'appartement. Et quand j'y suis allé, le propriétaire avait déjà tout débarrassé. Le nom du propriétaire? Morton. George Morton. Martin continua de prendre des notes. Je commence aujourd'hui. Première étape, reparler à ce Morton. Ensuite, je vérifierai les dossiers hospitaliers. Maisie a bien dû naître quelque part. Avec un peu de chance, le nom complet du père y figure. Alors qu'il partait, Nathan hésita. Monsieur Martin, si vous le trouvez, ne le contactez pas directement. Prévenez-moi d'abord, s'il vous plaît. Le détective lui lança un regard curieux. Vous tenez vraiment à ces enfants, n'est-ce pas? Plus que je ne l'aurais jamais cru possible. 3 jours plus tard, Nathan reçut le premier appel de Martin. Apparemment, le propriétaire avait gardé certains effets personnels des locataires dans une boîte, espérant qu'ils reviendraient. Principalement des documents, expliqua Martin, y compris l'acte de naissance de Maisie. Le nom complet du père était Daniel Thomas Reed, né à Camden, New Jersey, il y a 34 ans. Pas d'adresse actuelle, pas de traces d'emploi stable depuis 2 ans. L'acte de naissance de Maisie indiquait qu'Eleanor Carter n'avait que 22 ans à la naissance de Maisie et n'était pas mariée à Daniel. Je suis quelques pistes, dit Martin. Il semble avoir un schéma d'emploi temporaire et de changement d'adresse fréquent. Je vais vérifier les foyers pour sans-abri et les centres d'aide sociale. Les gens comme lui ont souvent recours à ces endroits. Nathan passa la semaine suivante à visiter personnellement chaque foyer de la ville. Il montra une photo délavée que Martin avait trouvée parmi les affaires, un homme mince aux cheveux noirs et au regard las. Personne ne le reconnut, ou du moins personne ne l'admit. Dans un foyer, il rencontra une assistante sociale nommée Diane qui manifesta un intérêt particulier pour l'affaire. « Les histoires que j'entends ici chaque jour vous briseraient le cœur », dit-elle alors qu'il traversait la cour du foyer. Des gens qui ont tout perdu, emploi, maison, famille. La plupart ne commencent pas en voulant abandonner leurs responsabilités.
La vie les pousse, une petite erreur à la fois. Vous défendez ce qu'il a fait, demanda Nathan, incapable de cacher son indignation. Diane secoua la tête. Il n'y a aucune excuse pour abandonner 2 enfants. Je dis juste qu'il y a toujours une histoire. Et d'après ce que vous avez décrit, on dirait que Daniel était en chute libre depuis un certain temps. Comment ça? Petit boulot, loyer en retard, une compagne enceinte, un petit enfant à charge, pas de famille sur qui compter. C'est la recette du désastre, surtout s'il y a abus d'alcool ou de drogue. Maisie n'a jamais rien mentionné de tout ça. Les enfants sont étonnamment doués pour normaliser les situations difficiles, nota Diane. Pour elle, ce qui se passait était juste normal. Cette conversation resta dans l'esprit de Nathan pendant des jours. La nuit, il regardait Maisie jouer avec ses nouveaux jouets ou raconter des histoires inventées à Rowan. À quoi avait-elle assisté au cours de ces 4 courtes années? Quel genre de normal avait-elle connu avant que Nathan n'entre dans sa vie? Martin appela à la fin de la semaine. J'ai quelques informations, mais aucune piste récente sur sa localisation. Ils se rencontrèrent dans un café près du bureau de Nathan. Martin avait l'air fatigué. J'ai parlé à d'anciens collègues, des voisins, des gens dans les bars qu'il fréquentait. L'histoire est toujours la même. Daniel Reed était instable, un gros buveur. Il travaillait juste assez pour joindre les 2 bouts, mais les choses ont empiré dans les semaines précédant la naissance de Rowan. Un témoin a dit l'avoir vu se disputer violemment avec Eleanor 2 jours avant la naissance. Nathan sentit un nœud dans sa poitrine. Maisie était là? Probablement. L'appartement n'avait qu'une seule pièce en dehors de la salle de bain. Et après la mort d'Eleanor? Martin consulta ses notes. D'après ce que j'ai recueilli, Daniel est entré en état de choc. Un voisin a entendu le bébé pleurer et a frappé à la porte. Il a trouvé Eleanor morte dans son lit, Daniel ivre par terre, et Maisie essayant de s'occuper du nouveau-né. Le voisin a appelé une ambulance, mais il était trop tard pour Eleanor. Hémorragie postpartum, apparemment. Nathan ferma les yeux, imaginant la scène. Maisie, à 4 ans, devant faire face à la naissance de son frère, à la mort de sa mère, à l'effondrement de son père. Le lendemain, continua Martin, Daniel est parti en disant qu'il allait chercher de la nourriture. Il n'est jamais revenu. Ce même voisin a nourri Maisie et Rowan pendant 2 jours, jusqu'à ce que le propriétaire se présente. Maisie a dû avoir peur et s'est enfuie avec le bébé. Et les parents? Eleanor ou Daniel n'avaient pas de famille. Eleanor était orpheline, élevée dans le système. Quant à Daniel, j'ai une adresse pour sa mère dans le New Jersey, mais elle est morte il y a 3 ans. Pas de frères et sœurs connus. Nathan absorba l'information en silence. La situation était pire qu'il ne l'avait imaginé. Qu'en pensez-vous? Demanda-t-il finalement. Reviendra-t-il? Martin soupira. D'après mon expérience, les personnes qui abandonnent leurs responsabilités comme ça reviennent rarement, surtout quand la culpabilité est impliquée. Il associe probablement ses enfants au pire moment de sa vie. Donc, mon opinion professionnelle, Daniel Reed ne veut pas être retrouvé. Et même s'il le faisait, sa situation serait trop instable pour qu'un tribunal lui accorde la garde. Ces mots apportèrent à Nathan un sentiment de soulagement coupable. D'un côté, il était heureux que les enfants ne lui soient pas arrachés. De l'autre, comment expliquerait-il à Maisie que son père les avait délibérément abandonnés? Elle demande de ses nouvelles, admit Nathan. Pas souvent, mais elle le fait. Que devrais-je dire? Martin rangea ses notes. La vérité. Autant qu'elle peut en supporter. Les enfants savent quand on leur ment pour les protéger. En rentrant chez lui en voiture, Nathan roula lentement, pensant à tout ce qu'il avait appris. L'abandon n'avait pas été un acte désespéré et impulsif. C'était l'aboutissement d'une spirale de négligence qui avait probablement commencé bien avant. Quand il arriva à la maison, il trouva Linda servant le dîner pendant que Maisie racontait une histoire élaborée sur une aventure que son ours en peluche avait eue cet après-midi. Et puis il a dit « Merci de m'avoir sauvé, Maisie. Tu es la personne la plus courageuse du monde. » Conclut-elle, les yeux brillants. Nathan sourit, essayant de cacher sa tristesse. Cette fille avait tant vécu en si peu de temps. Elle méritait la stabilité, la sécurité, l'amour. Tout ce que son père biologique ne lui avait pas fourni. Plus tard, après le départ de Linda et une fois les enfants endormis, Nathan s'assit dans le salon sombre. Le rapport de Martin reposait sur la table, à côté des documents de l'ancien appartement. Une photo délavée de Daniel Reed le fixait, des yeux vides, une expression défaite. Nathan prit la photo et la plaça dans un tiroir. Un jour,
Maisie poserait peut-être des questions plus insistantes sur son père. Quand ce jour viendrait, il aurait besoin des mots justes pour expliquer l'abandon sans détruire complètement son image de sa famille d'origine. Pour l'instant, cependant, son attention devait se porter ailleurs. Construire un nouveau sentiment de sécurité pour Maisie et Rowan, une nouvelle compréhension de ce que signifiait avoir quelqu'un sur qui compter. Quelqu'un qui, contrairement à Daniel Reed, ne disparaîtrait pas au premier signe de difficulté. Un mois s'était écoulé depuis l'arrivée des enfants dans la vie de Nathan. Les visites de l'assistante sociale étaient maintenant toutes les 2 semaines et non plus hebdomadaires, signe que les choses se déroulaient bien. Rowan prenait du poids, ressemblant enfin à un bébé en bonne santé. Maisie faisait encore des cauchemars occasionnels, mais se réveillait généralement avec le sourire, impatiente de commencer la journée. C'est un dimanche matin que Nathan réalisa que quelque chose avait changé, non seulement chez les enfants, mais aussi en lui. Dans la cuisine, Maisie était déjà assise à table, balançant ses jambes qui n'atteignaient pas le sol. Au lieu de demander ce qu'elle voulait, elle attendait simplement, comme si elle était certaine de ce qui allait se passer ensuite. « Bonjour », dit Nathan en bâillant. « Bonjour », répondit-elle vivement. « Il est déjà 8h20. » Nathan regarda l'horloge, confus. « Et c'est l'heure du jus d'orange », annonça Maisie comme si c'était évident. « Le dimanche matin, c'est pour le jus d'orange. Ensuite, on a des pancakes. » Il sourit, surpris par son observation. Il n'avait pas réalisé que ses improvisations des dernières semaines étaient devenues une attente, un schéma. Le dimanche, il pressait généralement des oranges fraîches, chose qu'il n'avait jamais faite avant l'arrivée des enfants. Et oui, il essayait de faire des pancakes, bien que les résultats varient. « Tu as raison », dit-il en sortant les oranges du réfrigérateur. « Tu veux m'aider » Maisie hocha la tête, traînant le marchepied qu'il avait acheté pour qu'elle puisse atteindre le comptoir. Ensemble, ils coupèrent les oranges et les pressèrent dans un presse-agrumes manuel. Elle insista pour faire sa part, bien que ses petits bras puissent à peine appliquer assez de pression. « Est-ce que Rowan dort encore » demanda Nathan. « Oui. Il dort toujours jusqu'à 9h15 le dimanche. » Elle parlait avec le sérieux d'une petite experte. Les autres jours, il se réveille plus tôt. Encore une fois, Nathan fut étonné. Maisie n'avait pas seulement remarqué la routine émergente, elle l'avait mémorisée, catégorisée, transformée en quelque chose de prévisible, de sûr. « Tu aimes les routines, n'est-ce pas » commenta-t-il en versant le jus dans des tasses, une petite en plastique pour elle, une plus grande pour lui. Maisie réfléchit un instant, le front plissé. « Les routines signifient que tu sais ce qui va se passer. » « Oui, exactement. »« Alors oui, je les aime » confirma-t-elle en sirotant son jus. « Avant, je ne savais jamais ce qui allait se passer. » La simplicité de cette déclaration frappa durement Nathan. Bien sûr qu'elle appréciait la prévisibilité. Sa vie d'avant avait été définie par son absence. Ne jamais savoir s'il y aurait à manger, si son père serait sobre, s'il devrait déménager à nouveau. À cet instant, il fit une promesse silencieuse. Il maintiendrait la routine qu'elle chérissait tant. Pas seulement les horaires et les activités, mais le sentiment de sécurité qui les accompagnait. Pendant qu'il préparait la pâte à pancakes, il regardait Maisie colorier à table. Elle travaillait avec une concentration intense, la langue légèrement sortie, son habitude lorsqu'elle était complètement absorbée. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il, curieux. « C'est un secret » répondit-elle en couvrant le papier avec son bras. « Seulement quand ce sera fini. » De la pièce voisine vinrent les bruits de réveil de Rowan. Pas des pleurs, mais le babillage qu'il faisait quand il était content, annonçant simplement sa présence. 9h12, annonça Maisie en regardant l'horloge de la cuisine. Il s'est réveillé tôt aujourd'hui. Nathan sourit. Je vais le chercher. Attends. Maisie sauta de sa chaise. Je dois d'abord lui dire bonjour. Elle se précipita vers la chambre et Nathan la suivit, curieux. Debout à côté du berceau, Maisie se hissa sur la pointe des pieds pour mieux le voir. Bonjour Rowan. Aujourd'hui, c'est dimanche. Jour du jus d'orange et des pancakes. On a déjà fait le jus. Tu t'es presque réveillé à l'heure. Rowan sourit à la vue de sa sœur, agitant les bras en signe de reconnaissance. À 2 mois, il réagissait déjà différemment, plus positivement, à la voix de Maisie. Maintenant, Nathan peut te prendre, conclut-elle, comme s'il y avait un protocole à suivre. Nathan s'avança, s'émerveillant de l'interaction entre frères et sœurs. Il souleva Rowan avec précaution, se sentant beaucoup plus confiant qu'au premier jour. Le bébé se blottit immédiatement contre son épaule, un geste qui réchauffait toujours le cœur de Nathan.
De retour dans la cuisine, il plaça Rowan dans le siège bébé, stratégiquement positionné pour qu'il puisse voir à la fois la table et la cuisinière. Maisie retourna à son dessin secret pendant que Nathan finissait de faire les pancakes. Linda arriverait plus tard, à 14 heures. Le dimanche, elle ne restait que quelques heures, donnant à Nathan du temps avec les enfants, mais aussi une pause pour gérer ses affaires personnelles, bien que de plus en plus, ses affaires personnelles impliquaient de faire des courses pour les enfants ou de rencontrer son avocat au sujet de la garde. Le petit déjeuner suivit son rituel habituel. Maisie insista pour donner à Rowan une cuillerée de purée de banane, lui en expliquant les bienfaits avec un sérieux comique. Nathan se surprit à rire plus que d'habitude, savourant chaque instant de cette scène qui, un mois auparavant seulement, aurait été impensable dans sa vie solitaire. Après le petit déjeuner, c'était l'heure du bain de Rowan, une autre partie de la routine que Maisie semblait avoir cataloguée dans son esprit. Le dimanche, c'est le bain avec le canard jaune, lui rappela-t-elle en sortant le jouet de l'étagère de la salle de bain. Mardi et jeudi, c'est avec le poisson bleu. Nathan hocha la tête comme si cette information était cruciale pour le fonctionnement de l'univers. Dans le petit univers qu'ils construisaient ensemble, peut-être l'était-elle. Il remplit la baignoire pour bébé d'eau tiède, testant la température avec son coude comme Linda le lui avait montré. Maisie lui tendit tout ce dont il avait besoin avec l'efficacité d'une petite assistante chirurgicale. Savon doux, serviette douce, couche propre, tenue choisie. « Ah, tu es une excellente aide », loua Nathan en lavant doucement le dos de Rowan. Maisie rayonna de fierté. « J'ai toujours aidé à m'occuper de lui, depuis sa naissance. » Ces mots, prononcés si nonchalamment, rappelèrent à Nathan que pour Maisie, s'occuper de son frère n'était pas juste un jeu ou une nouveauté. C'était une responsabilité qu'elle portait depuis qu'elle avait assisté à sa naissance dans des circonstances tragiques. « Tu sais que tu n'as pas à être responsable de tout, n'est-ce pas ?» dit Nathan doucement. « Je suis là pour aider maintenant, et Linda aussi. » Maisie le regarda, pensive. « Mais j'aime aider. Et tu aides beaucoup. Je veux juste que tu saches que tu peux aussi juste être une enfant. » Elle sembla confuse par le concept. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Jouer, dessiner, faire du désordre parfois. Ne pas t'inquiéter autant. Maisie réfléchit un moment. « Je peux faire les deux ? Aider avec Rowan et aussi être une enfant ? » Nathan sentit une soudaine montée d'émotion dans sa gorge. « Bien sûr que tu peux. » Après le bain, il habilla Rowan avec la grenouillère que Maisie avait choisie au jaune avec de petits canards, assortis au thème du bain. Le choix coordonné fit sourire Nathan. Le reste de la matinée suivit le schéma du dimanche que Nathan commençait à reconnaître. Une promenade au parc voisin où Maisie aimait regarder les canards sur l'étang, Rowan somnolent dans sa poussette, à l'abri du doux soleil d'automne. Au parc, ils virent d'autres parents avec des enfants. Nathan se sentait toujours comme un imposteur dans ce groupe, comme si tout le monde pouvait remarquer qu'il n'était pas un vrai père, juste quelqu'un qui intervenait temporairement. Mais Maisie ne montrait aucune insécurité de ce genre. Pour elle, il formait une famille comme les autres. « C'est ton papa ?» demanda une fille d'environ 6 ans qui jouait près de Maisie dans l'aire de jeu. Nathan, assis sur un banc voisin avec Rowan, retint son souffle, anxieux d'entendre sa réponse. Maisie n'hésita pas. « C'est Nathan. Il nous a trouvés quand on avait froid, et maintenant on habite chez lui. » L'autre fille accepta l'explication sans poser d'autres questions, avec la flexibilité typique des enfants. « Cool. Tu veux jouer à chat ?» Maisie regarda Nathan comme pour demander la permission. « Vas-y, encourage. Reste juste où je peux te voir. » En la regardant courir et rire avec sa nouvelle amie, Nathan ressentit un mélange de joie de la voir agir comme une enfant normale, de tristesse pour tout ce qu'elle avait traversé, et autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qui comblait un vide en lui dont il ignorait même l'existence. De retour à l'appartement, Linda attendait. Elle avait apporté un cadeau à Maisie, un ensemble de crayons de haute qualité avec des couleurs que la fille n'avait jamais vues auparavant au lavande, turquoise, magenta. « Waouh !» s'exclama Maisie en examinant chacun avec révérence. « Merci Linda. »« De rien, ma chérie. J'ai pensé que tu aimerais de nouvelles couleurs pour tes dessins. » Pendant que Linda préparait le déjeuner, Maisie retourna à la petite table du salon, captivée par ses nouveaux trésors. Elle reprit son dessin secret du matin, revigorée. Nathan utilisa ce temps pour répondre à quelques emails professionnels. Depuis l'arrivée des enfants, il avait réduit ses heures au bureau, travaillant à distance autant que possible. Ses collègues s'étaient montrés étonnamment compréhensifs, surtout après avoir rencontré Maisie et Rowan lors d'une visite au bureau.
Le déjeuner du dimanche avait aussi son propre rituel. C'était le repas qu'il prenait dans le salon, en regardant un film ou un dessin animé. Une règle que Maisie avait inventée et que Nathan ne pouvait se résoudre à enfreindre. Le choix du jour était un film d'animation sur des animaux formant un groupe de musique. Maisie s'assit entre Nathan et Linda sur le canapé, équilibrant soigneusement son assiette. Rowan était sur les genoux de Nathan, somnolent après son biberon. « C'est mon jour préféré », déclara Maisie entre deux bouchées. « Le dimanche ?» demanda Nathan. « Oui. Tout le monde est ensemble. » La simplicité de sa déclaration toucha à la fois Nathan et Linda. C'était vrai. Le dimanche était le seul jour où tout le monde était là en même temps, sans hâte, sans obligations extérieures. Après le déjeuner, pendant que Linda rangeait la cuisine, Maisie apporta le dessin qu'elle avait enfin terminé. Elle trouva Nathan alors qu'il couchait Rowan pour sa sieste de l'après-midi. « C'est fini », annonça-t-elle en tendant le papier. « Je l'ai terminé. » Nathan regarda le dessin et sentit son cœur faire un bond. Il y avait 3 personnages, clairement identifiables malgré le style enfantin. Un petit en robe rouge, Maisie, un encore plus petit en bleu, Rowan, et un plus grand en pantalon marron, Nathan. Ils se tenaient la main devant une maison jaune au toit triangulaire rouge, une version simplifiée de l'appartement où ils vivaient. Au-dessus des personnages, en lettres colorées et inégales, figuraient les mots « Notre famille ». « C'est magnifique, Maisie », dit Nathan, la voix épaisse d'émotion. « C'est notre maison », expliqua-t-elle en pointant du doigt. « Et ça, c'est nous. Notre famille. » « Notre famille », lut Nathan à voix haute en traçant les lettres colorées avec son doigt. Maisie hocha la tête. « Linda m'a aidé à écrire, juste un peu. J'ai fait le dessin toute seule. » Nathan la serra dans ses bras, incapable de mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Maisie rendit l'étreinte avec une force surprenante pour quelqu'un de si petit. « Je vais le mettre sur le frigo », décida-t-il quand il put enfin parler. Linda, qui observait depuis l'embrasure de la porte, sourit. Après que Maisie fut partie ranger ses nouveaux crayons, elle s'approcha de Nathan, qui contemplait toujours le dessin les yeux embués. « Les enfants ont déjà décidé », dit doucement Linda. « Vous leur appartenez. » Nathan la regarda, décontenancé par la remarque. « Les enfants sont plus sages qu'on ne le pense », continua Linda. « Ils reconnaissent un foyer quand ils en voient un. Et vous leur avez donné ça. Pas seulement un toit et de la nourriture, mais la sécurité et l'amour. » « Je me sens toujours comme un imposteur parfois, » admit Nathan. « Comme si à tout moment, quelqu'un allait se pointer et dire que j'ai fait une erreur, que je ne suis pas qualifié pour ça. » Linda gloussa doucement. « Aucun parent ne se sent jamais pleinement qualifié, croyez-moi. Même ceux qui planifient pendant des années. La parentalité, c'est comme ça. On apprend sur le tas, un jour à la fois. » Ce soir-là, après le départ de Linda, la routine continua, dîner à 18h, bain de Maisie à 19h, histoire à 19h30, dernier biberon de Rowan à 20h. Assis dans le fauteuil de la chambre des enfants, Nathan lut une histoire sur un lapin qui s'était perdu dans la forêt et avait retrouvé son chemin en suivant les étoiles. Maisie écoutait attentivement depuis son lit, pendant qu'il berçait Rowan dans son autre bras. « Est-ce que les étoiles aident à trouver son chemin ?» demanda-t-elle à la fin de l'histoire. « Autrefois, oui. Il y a très longtemps, les marins les utilisaient comme des cartes. » Maisie regarda par la fenêtre où quelques étoiles étaient visibles dans le ciel qui s'assombrissait. « Je crois que les étoiles m'ont aidé à te trouver. » Nathan sentit une boule dans sa gorge. « Comment ça ? » Quand on était dans la boîte, j'ai vu une étoile par la fente. Je lui ai demandé d'envoyer quelqu'un de gentil. Puis tu es arrivé. Il ne put répondre tout de suite. Finalement, il dit, « Alors je dois un merci à cette étoile. » Elle sait déjà, dit Maisie avec l'assurance absolue d'une enfant. Après avoir couché Rowan dans son berceau et s'être assuré que Maisie dormait, Nathan retourna au salon. L'appartement était calme, mais pas de la manière oppressante d'autrefois. C'était un silence confortable, plein de vie. Sur le frigo, maintenu par des aimants colorés, le dessin de Maisie semblait briller à la lumière de la cuisine. « Notre famille », proclamaient les lettres tordues. Et Nathan réalisa qu'il ne pouvait plus imaginer sa vie sans ses 2 enfants. Allongé dans son lit plus tard, il repassa la journée dans son esprit. Le jus d'orange frais, le bain de Rowan, la promenade au parc, le dessin, l'histoire du soir. Une simple routine construite autour des besoins et des préférences de 2 petits êtres qui étaient entrés dans sa vie de manière si inattendue. Avant les enfants, ces dimanches étaient remplis de travail supplémentaire,
de séances de gym occasionnelles et de longues heures de streaming à essayer de ne pas penser à la semaine à venir. Maintenant, chaque moment semblait avoir un but et un sens. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être de toute sa vie d'adulte, Nathan s'endormit en souriant, certain qu'au matin, il y aurait quelqu'un qui l'attendrait, quelqu'un qui tenait à lui, quelqu'un qui l'appellerait dès son réveil, impatient de commencer une autre journée ensemble. La routine que Maisie avait créée n'était pas seulement une séquence d'événements. C'était une déclaration silencieuse. Nous sommes là pour rester, nous sommes une famille, et toi, Nathan, tu en fais partie. Le dîner du dimanche chez les Fischer avait toujours été une tradition inviolable. Nathan l'avait sauté ces dernières semaines, toujours avec la même excuse, les enfants. Sa mère avait finalement tapé du poing sur la table, insistant pour qu'il vienne. Nous devons parler de cet arrangement temporaire qui est le tien, avait-elle dit au téléphone, indiquant clairement que la famille avait des opinions sur le sujet. Aujourd'hui, pour la première fois depuis que Maisie et Rowan étaient entrés dans sa vie, Nathan les laissa à la maison avec Linda, qui proposa gentiment de rester toute la soirée au cas où le dîner s'éterniserait. Maisie protesta d'abord. « Pourquoi on ne peut pas venir aussi ?» demanda-t-elle, ses grands yeux remplis de déception. « C'est juste un dîner ennuyeux pour les grands », expliqua Nathan en lui lissant les cheveux. « D'ailleurs, tu rencontreras bientôt ma famille, je te le promets. » La vérité, qu'il n'osait pas dire à Maisie, était qu'il devait d'abord préparer le terrain. Et connaissant sa famille, il soupçonnait que la conversation à venir ne serait pas appropriée pour les oreilles d'une enfant. En conduisant vers la banlieue où il avait grandi, Nathan répéta mentalement ce qu'il allait dire. Comment expliquerait-il la transformation de sa vie? Comment ferait-il comprendre à sa famille pragmatique et terre à accent grave-terre quelque chose qu'il avait lui-même du mal à expliquer logiquement? La maison à 2 étages où il avait passé son enfance apparut au tournant de la rue. La pelouse immaculée, les lumières accueillantes aux fenêtres, la voiture de Claire déjà dans l'allée. Tout était exactement comme prévu. Certaines choses ne changeaient jamais. Sa mère l'accueillit avec une étreinte qui dura plus longtemps que d'habitude. « Tu nous as manqué » dit-elle en le scrutant. « Tu as l'air fatigué. » « Nuit courte » répondit-il avec un petit sourire. « Les bébés ne sont pas connus pour faire leur nuit. » Margaret Fischer hocha la tête, comme pour confirmer un soupçon. « Entre, tout le monde est déjà dans le salon. » Son père, Richard, se leva de son fauteuil préféré lorsque Nathan entra. La poignée de main ferme et la tape dans le dos étaient sa façon de montrer son affection. Claire et son mari, David, étaient sur le canapé, verre de vin à la main. Le père de famille arrive enfin, le taquina Claire, son ton un mélange d'ironie et de curiosité. Nathan accepta la provocation avec un sourire. « Bonsoir à vous aussi. » Le dîner se déroula avec l'efficacité polie habituelle des réunions de famille Fischer. Les récits de Claire sur le vol qu'elle avait vu au tribunal, la promotion de son père à la banque, les plans de sa mère pour réaménager le jardin. Tout fut discuté autour du rôti de bœuf et des pommes de terre. Les enfants ne furent que brièvement mentionnés. « Comment vont ces petits ?» demanda sa mère en servant le dessert. « Ils vont bien, répondit Nathan. Rowan a déjà pris un cagé. Maisie commence la maternelle la semaine prochaine. » « La maternelle ?» Claire haussa un sourcil. « Ça semble permanent. » C'était l'ouverture que Nathan attendait. « En fait, commença-t-il en posant sa fourchette, c'est de ça que je voulais vous parler. » Le silence qui suivit fut presque tangible. Son père abaissa le journal qu'il gardait entrouvert même à table. Sa mère s'arrêta au milieu de son geste de verser le café. Claire échangea un rapide regard avec David. « Je pense demander la garde permanente » lâcha-t-il la bombe. Nathan observa leur visage changer, surprise, confusion, inquiétude. « La garde permanente » répéta sa mère comme si elle n'avait pas bien entendu. « Oui. J'ai parlé avec les services sociaux et un avocat spécialisé en adoption. Comme aucun parent ne s'est manifesté et compte tenu des circonstances, j'ai de bonnes chances. » Nathan, commença son père, utilisant le ton soigneusement neutre qu'il réservait aux questions délicates, ne penses-tu pas que tu te précipites? Ils sont avec moi depuis presque 2 mois maintenant. Nous nous sommes bien adaptés. Maisie est heureuse, Rowan est en bonne santé. 2 mois, ce n'est rien. Intervint Claire, abandonnant toute prétention de neutralité. Tu parles de prendre la responsabilité de 2 enfants pour au moins les 20 prochaines années. J'en suis conscient. L'es-tu vraiment? Insista sa sœur. Nathan, tu as toujours été axé sur ta carrière. Ton appartement est pratiquement un bureau avec un lit. Depuis quand veux-tu être père? Et père célibataire, qui plus est?
Nathan prit une profonde inspiration. Il avait anticipé la résistance, surtout de la part de Claire, la voix de la raison et de la planification de la famille. Il ne s'agit pas de vouloir être père. Je le suis déjà, d'une certaine manière. Peut-être pas biologiquement, mais de toutes les manières qui comptent. Tu te sens responsable parce que tu les as trouvés, observa son père. C'est compréhensible, mais ce n'est pas de la culpabilité ou de la responsabilité, coupa Nathan. Je les aime. C'est aussi simple que ça. Le mot « amour » flotta dans l'air, presque visible. Les Fischer n'étaient pas une famille portée aux grandes démonstrations émotionnelles ou aux déclarations dramatiques. L'efficacité, la planification et le bon sens avaient toujours été plus valorisés que les impulsions du cœur. L'amour est important, dit doucement sa mère, mais élever des enfants demande plus que ça. La stabilité, la préparation. Je suis financièrement stable, répondit Nathan. Quant à la préparation, eh bien, qui est jamais vraiment préparé? Même les parents qui planifient pendant des années. Claire secoua la tête. Tu romantises la parentalité. Ce n'est pas juste les emmener au parc le week-end et leur raconter des histoires. Ce sont des nuits blanches, des soucis constants, des décisions difficiles. Et tu vas le faire seul. Je ne suis pas seul. J'ai Linda, la nounou. J'ai des amis qui me soutiennent. Et j'espérais avoir ma famille aussi. La dernière phrase portait une question silencieuse. Un silence inconfortable s'installa. David, toujours diplomate, tenta d'arrondir les angles. Je pense que nous sommes tous juste inquiets pour ton bien-être, Nathan. Et celui des enfants aussi. La question que personne ne pose, ajouta Claire en se penchant en avant, c'est ce qui se passera quand tu réaliseras que la réalité ne correspond pas à ce fantasme que tu as construit? Que arrivera-t-il aux enfants quand tu seras fatigué de jouer au héros? Nathan fixa sa sœur, sentant une vague d'irritation monter. C'est ce que tu penses de moi? Que je joue à la maison? Je pense aux enfants, rétorqua Claire. Ils ont déjà été abandonnés une fois. Ils ne méritent pas de revivre ça si tu réalises que ta vie a été bouleversée. Claire, la prévint leur mère. Mais Nathan leva la main. Non, maman, laisse-la parler. Je veux entendre tous les arguments, car je suis sûr que les services sociaux et le juge poseront les mêmes questions. Claire soupira, son ton s'adoucissant un peu. Nathan, tu n'as jamais mentionné une seule fois vouloir des enfants auparavant. Tu n'es même pas dans une relation stable. Soudain, tu décides que tu veux être père de 2 enfants traumatisés? La vie suit rarement nos plans, répondit-il. Parfois, les meilleures choses sont celles que nous n'avions jamais prévues. Ce n'est pas le Nathan que nous connaissons, insista Claire. Tu as toujours pesé toutes les options, réfléchi à tous les angles avant de prendre une décision. Peut-être que le Nathan que vous connaissiez avait besoin de changer, répondit-il, surprenant même lui-même par la fermeté de sa voix. Tu prends des décisions avec ton cœur, pas ta tête, conclut Claire, livrant le verdict que Nathan attendait. Et si c'était le cas, la défia-t-il. Et si, pour la première fois de ma vie, je priorisais ce que je ressens par rapport à ce qui semble logiquement correct. Son père s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Fils, personne ne dit que tu ne peux pas continuer à aider ses enfants. Nous pensons juste qu'il pourrait y avoir des familles mieux préparées pour les adopter. Des familles traditionnelles, vous voulez dire? Le ton de Nathan avait une pointe d'agressivité. Une maman et un papa, une maison avec un jardin, un chien, tout le package. Ne serait-ce pas mieux pour eux? Demanda sa mère, une inquiétude sincère dans la voix. Nathan soupira. Maisie faisait des cauchemars les premières nuits. Elle se réveillait en pleurant, appelant sa mère. Maintenant, quand elle fait un cauchemar, elle m'appelle moi. Rowan sourit quand il entend ma voix. Ils me font confiance. C'est adorable. Commença Claire. Il n'y a pas de mais, l'interrompit-il. Il y a déjà un lien. Les éloigner de moi maintenant nous traumatiseraient tous. Un lourd silence tomba sur la salle à manger. Margaret commença à débarrasser les assiettes, une manière mécanique de traiter l'information. Richard rouvrit son journal, se cachant derrière ses pages. Je pense que nous avons tous besoin de temps pour absorber cela, dit David, tentant de servir de médiateur. C'est une grande décision. Nathan secoua la tête. J'y ai beaucoup réfléchi. Je ne demande pas la permission ou l'approbation. Je suis venu par respect, pour partager une décision que j'ai déjà prise. Claire le regarda avec un mélange de frustration et d'inquiétude sincère. Tu n'écoutes pas, n'est-ce pas? Cela va changer ta vie complètement, pour toujours.
Elle l'a déjà fait, répondit-il simplement. En aidant sa mère à emporter les plats à la cuisine, Nathan sentit qu'elle voulait dire quelque chose. Finalement, lorsqu'ils furent seuls, Margaret se tourna vers son fils. « Ces enfants, commença-t-elle avec hésitation, signifient-ils vraiment tant pour toi ?» Nathan n'eut pas à réfléchir. « Plus que je ne peux l'expliquer. » Sa mère hocha lentement la tête. « Alors je suppose que tu as pris ta décision, peu importe ce que nous disons. »« Aurais-je votre soutien ?» demanda-t-il, réalisant à quel point cela comptait pour lui. Margaret ne répondit pas immédiatement. Elle s'affaira à mettre les restes dans des récipients, les scellant avec la précision méthodique que Nathan connaissait depuis l'enfance. « Ton père et moi avons toujours voulu ton bonheur, » dit-elle enfin. « Si tu crois que cela te rendra heureux, alors oui, tu as notre soutien. »« Merci, maman. Quant à Claire, laisse-lui du temps. Elle s'inquiète pour toi, à sa manière. » Nathan sourit. « Je sais. » Plus tard, en rentrant chez lui, il réfléchit à la soirée. Les réactions avaient été exactement ce à quoi il s'attendait. Claire voyait des risques partout. Ses parents étaient inquiets mais prêts à accepter. David essayait de maintenir la paix. Rien de tout cela ne l'ébranla. Au contraire, entendre les objections à voix haute ne fit que renforcer sa résolution. Chaque argument logique que Claire avait présenté avait déjà traversé son esprit des dizaines de fois. Et pourtant, la réponse restait la même, il ne pouvait plus imaginer sa vie sans Maisie et Rowan. En arrivant à la maison, il trouva Linda endormie sur le canapé du salon, un livre pour enfants ouvert sur sa poitrine. Dans la chambre des enfants, Maisie dormait en serrant Monsieur Bouton, son inséparable ours en peluche, tandis que Rowan respirait doucement dans le berceau voisin. Nathan resta un moment dans l'embrasure de la porte, observant simplement. Claire avait raison sur une chose, il avait changé. L'ancien Nathan, calculateur, pragmatique, toujours en contrôle, aurait analysé cette situation logiquement et conclu qu'elle était imprudente. Il aurait suivi la voie la plus rationnelle, confier les enfants au système. Mais ce Nathan n'existait plus. À sa place se tenait un homme qui comprenait enfin que certaines décisions ne peuvent et ne doivent pas être prises uniquement avec la tête. La famille, ce n'était pas seulement une question de sang. C'était une question de choix. Et il avait fait le sien. Nathan se réveilla en sursaut, sentant que quelque chose n'allait pas. Il resta immobile dans l'obscurité, essayant d'identifier ce qui avait troublé son sommeil. Un faible son lui parvint, presque imperceptible. Ce n'était pas le cri de Rowan, auquel il s'était habitué. C'était différent, plus angoissé. « Maisie !» Il se leva d'un bond, traversant le couloir jusqu'à la chambre des enfants. La douce veilleuse en forme d'étoile projetait des ombres douces sur les murs. Rowan dormait paisiblement dans son berceau, mais Maisie était assise dans son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, le visage enfoui dans ses bras, les épaules secouées par des sanglots silencieux. « Maisie !» appela doucement Nathan en s'approchant. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Elle leva son visage taché de larmes, les yeux écarquillés comme si elle était encore piégée entre le rêve et la réalité. En le voyant, ses lèvres tremblèrent. « Maman !» murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je veux maman. » Le cœur de Nathan se serra. En près de 3 mois ensemble, Maisie parlait rarement de sa mère. Parfois, elle mentionnait de petites choses. Maman aimait cette chanson, ou maman faisait des pancakes carrés, mais toujours avec une acceptation surprenante. Ce chagrin brut et ouvert était nouveau. Il s'assit sur le bord de son lit, ne sachant quoi faire. « Tu as fait un cauchemar ?» Maisie hocha la tête, les larmes coulant toujours. Elle partait. Je courais après elle, mais je ne pouvais pas la rattraper. Nathan ouvrit les bras, offrant du réconfort sans le forcer. Après un moment d'hésitation, Maisie se jeta contre sa poitrine, sanglotant à voix haute maintenant. « Chut, c'est bon », murmura-t-il en la berçant doucement. « C'était juste un rêve. »« Mais c'est vrai, octa-t-elle. Elle est vraiment partie. » Comment répondre? Nathan n'en avait aucune idée. Que pouvait-il dire à une enfant de 4 ans sur la permanence de la mort? Comment expliquer que sa mère ne reviendrait jamais, que ce vide serait toujours là? « Ta maman t'aimait très fort, » dit-il finalement. Elle ne voulait pas partir. « Comment tu sais ?» demanda Maisie, sa voix étouffée contre son t-shirt. « Parce que personne qui te connaissait ne voudrait jamais te quitter. Tu es trop spécial. » Maisie continua de pleurer, mais ses sanglots commencèrent à s'apaiser. Nathan la berçait doucement, souhaitant pouvoir faire plus, dire plus. Puis il se souvint de ce que Maisie avait fait tant de fois pour calmer Rowan. Sans trop réfléchir, Nathan se mit à chanter.
Pas la même mélodie informe que Maisie utilisait pour son frère, il ne connaissait pas cette berceuse. C'était une vieille comptine que sa propre mère lui chantait. Il ne se souvenait pas de toutes les paroles, alors il improvisa, mélangeant des lignes mémorisées avec de nouvelles. Maisie se tut, écoutant. Sa respiration devint progressivement plus calme. Nathan continua de chanter, sa voix basse et légèrement rauque remplissant la pièce silencieuse. Une des mains de Maisie s'agrippa au col de son t-shirt, comme si elle avait peur qu'il disparaisse si elle le lâchait. Il n'avait aucune idée du temps qu'il restait ainsi. Finalement, la respiration de Maisie devint plus profonde et régulière. Elle s'était endormie dans ses bras, le visage encore bouffi par les pleurs, mais paisible maintenant. Doucement, Nathan tenta de la recoucher dans son lit, mais alors qu'il commençait à s'éloigner, elle s'agrippa encore plus fort à sa chemise, murmurant une protestation. « Reste » plaida-t-elle, à moitié endormie. « S'il te plaît. » Il n'hésita qu'une seconde. Puis il s'installa sur le petit lit à côté d'elle, en équilibre sur le bord pour éviter de tomber. Maisie se blottit immédiatement contre lui, agrippant toujours son t-shirt. En quelques minutes, elle était profondément endormie. Nathan resta éveillé, fixant le plafond, écoutant la respiration rythmée des enfants. Le cauchemar de Maisie soulevait des questions qu'il avait évitées. Et si les enfants étaient placés dans une autre famille? Comment gérerait-il une nouvelle perte? Comment la gérerait-il, lui? La pensée de ne pas avoir Maisie et Rowan dans sa vie était insupportable. Ils n'étaient plus seulement les enfants qu'il avait trouvés sur la place. Ils étaient ses enfants. Pas par le sang, mais par chaque moment partagé, chaque rire, chaque larme. Là, sur ce lit trop petit pour lui, Maisie s'accrochant à son t-shirt comme si sa vie en dépendait, Nathan prit sa décision finale. Il ne s'occuperait pas seulement d'eux aussi longtemps que nécessaire. Il ferait d'eux sa famille permanente. Il déposerait une demande de garde complète dès que possible. Avec cette résolution, il s'endormit enfin. Le matin, Nathan fut réveillé par une légère poussée sur son épaule. Il ouvrit les yeux, momentanément confus quant à l'endroit où il se trouvait. Linda se tenait près du lit, arborant une expression indéchiffrable. « Désolée de vous réveiller » murmura-t-elle. « Je suis là depuis 10 minutes et personne n'a répondu. Je me suis inquiété. » Nathan se redressa prudemment pour ne pas réveiller Maisie, qui dormait toujours profondément. Son cou lui faisait mal à cause de la position inconfortable. « Elle a fait un cauchemar » expliqua-t-il doucement. Elle pleurait sa mère. Linda hocha la tête, compatissante. C'est normal. Honnêtement, c'est surprenant que ça ne soit pas arrivé plus tôt. Les enfants traitent souvent le deuil de manière inattendue, à des moments inattendus. Nathan passa une main dans ses cheveux, essayant de rassembler ses pensées. Linda, j'ai besoin de te parler. J'ai pris une décision importante. Ils quittèrent la chambre tranquillement. Dans la cuisine, pendant que Linda préparait le café, Nathan expliqua son intention de demander la garde permanente des enfants. Il était temps, répondit-elle, le surprenant. Je me demandais quand vous verriez l'évidence. L'évidence? Que vous trois, vous êtes une famille. Linda lui tendit une tasse. La façon dont vous les regardez, et comment ils vous répondent. C'est spécial. J'ai travaillé avec de nombreuses familles au fil des ans. Je reconnais la vraie chose quand je la vois. L'affirmation de Linda renforça sa détermination. Le matin même, il appela son avocat et fixa un rendez-vous pour le lendemain après-midi. Le processus serait long et probablement complexe, mais il était prêt à affronter n'importe quel obstacle. Quand Maisie se réveilla, elle ne mentionna pas le cauchemar ni ses larmes nocturnes. Elle agit comme s'il était parfaitement normal de trouver Nathan endormi dans son lit. Pendant le petit déjeuner, cependant, elle était plus silencieuse que d'habitude, l'observant pensivement tout en buvant son jus. « Tu chantes bien », dit-elle finalement. Nathan sourit, un peu embarrassé. « Ce n'est pas vrai, mais merci. »« Si, c'est vrai. Rowan a aimé aussi. »« Ah oui? Comment tu sais? » Parce qu'il ne s'est pas réveillé. D'habitude, il se réveille s'il y a du bruit. La logique enfantine était imparable. Nathan rit, se sentant inexplicablement heureux de ce compliment. La journée se déroula comme d'habitude. Nathan travailla depuis la maison, Maisie joua, Rowan alterna entre biberon et sieste. Mais quelque chose était différent dans l'air, comme si la nuit précédente avait créé une nouvelle compréhension entre eux. Au crépuscule, alors que Nathan terminait quelques emails, son téléphone sonna. C'était Claire. « Alors, commença-t-elle sans préambule, maman m'a dit que tu allais jusqu'au bout avec cette idée de garde. » Nathan soupira. « Bonjour à toi aussi,
Claire. Désolé. Salut, comment vas-tu? Maintenant, dis-moi que tu as reconsidéré. Je n'ai pas reconsidéré. En fait, je suis plus déterminé que jamais. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix plus douce, est-ce que je peux passer? Je pense qu'on doit parler face à face. 1 heure plus tard, Claire était assise dans le salon de Nathan, observant les jouets éparpillés sur le sol, les photos récentes des enfants dans des cadres, le dessin de Maisie toujours épinglé au frigo. Tu as vraiment changé cet endroit, remarqua-t-elle. Les enfants l'ont changé, corrigea Nathan. J'ai juste libéré l'espace. Maisie et Rowan dormaient déjà, leur permettant de parler franchement. Nathan, commença Claire, choisissant ses mots avec soin, je comprends que tu t'es attaché à ces enfants, mais demander la garde permanente est une étape énorme. As-tu vraiment réfléchi aux implications à long terme? Je n'ai pensé qu'à ça ces 3 derniers mois. Et tu veux toujours aller de l'avant? Plus que jamais. Claire soupira, frustrée. Qu'est-il arrivé à mon frère pragmatique? Celui qui faisait des listes de pour et de contre avant d'acheter un nouveau frigo? Il a rencontré 2 enfants sur une place, répondit simplement Nathan. Et il a décidé que certaines choses sont plus importantes que les listes. Nathan, s'il te plaît, réfléchis clairement. Tu as 31 ans, une carrière prometteuse, tout un avenir devant toi. Prendre en charge 2 enfants traumatisés limitera tes options à tous égards. Ou peut-être élargira ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Claire secoua la tête, exaspérée. Et les relations? As-tu pensé à quel point il sera difficile de sortir avec quelqu'un en tant que père célibataire de 2 enfants? Honnêtement, non. Ce n'est pas une priorité pour le moment. Et dans 2 ans? 5? 10? Quand la réalité s'installera et que l'excitation initiale s'estompera? Nathan étudia sa sœur un moment. Claire avait toujours été la planificatrice de la famille, pensant toujours 5 coups à l'avance. Il admirait cette qualité, même quand elle le rendait fou. Claire, je comprends ton inquiétude, vraiment. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une phase. C'est une décision consciente, basée sur un lien réel que nous avons construit. Tu les connais à peine, insista-t-elle. J'en sais assez. Je sais que Maisie ne peut pas dormir sans Monsieur Bouton. Je sais que Rowan sourit le plus le matin. Je sais qu'ils ont tous les 2 besoin de stabilité, de sécurité et d'amour. Des choses que je peux leur donner. D'autres familles pourraient offrir ça aussi. Des familles plus établies, avec plus d'expérience. Nathan prit une longue inspiration, essayant de rester calme. Claire, la nuit dernière, Maisie s'est réveillée en pleurant, elle avait fait un cauchemar à propos de sa mère. Tu sais ce que j'ai fait? Je me suis assis à côté d'elle et j'ai chanté jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Je ne connaissais pas les mots parfaits, je ne savais pas si je faisais bien, mais j'ai fait de mon mieux. Et ça a marché. Claire resta silencieuse, l'observant. Et ce matin, elle a dit qu'elle aimait ma voix. Que Rowan l'aimait aussi. Il sourit à ce souvenir. Tu ne vois pas? Je ne fais pas que du babysitting. Nous construisons quelque chose ensemble. Jour après jour. Des souvenirs, la confiance, l'amour. Je pense toujours que tu es impulsif, dit Claire, bien que son ton se soit adouci. Et ce n'est pas typique de toi. Peut-être que j'avais besoin d'être plus impulsif. Peut-être que j'avais besoin d'écouter davantage mon cœur et moins ma tête. Un léger bruit vint du couloir. Nathan et Claire se tournèrent pour voir Maisie debout à l'entrée du salon, se frottant les yeux, Monsieur Bouton fermement serré dans une main. « Salut », dit-elle en regardant Claire avec curiosité. « Salut Maisie », répondit Claire, son ton instantanément plus doux. « Tu te souviens de moi? Je suis la sœur de Nathan. » Maisie hocha la tête, l'observant toujours avec méfiance. Puis elle se tourna vers Nathan. « J'ai fait un rêve. »« Un autre cauchemar ?» demanda-t-il, inquiet. « Non. » Elle s'approcha, grimpant sur le canapé entre eux. « Un bon rêve. On était tous au parc. Toi, moi, Rowan et Linda. Il y avait de la glace. » Nathan sourit, soulagé. « Ça a l'air d'un super rêve. »« On peut aller au parc demain ?» demanda-t-elle avec espoir. « Avec de la glace ?»« Bien sûr qu'on peut. » Maisie parut satisfaite. Puis, remarquant l'expression sérieuse de Claire, elle demanda « Tu es fâchée ?» Claire cligna des yeux, surprise par la perspicacité de l'enfant. « Non, ma chérie. Je parle juste à Nathan. »« À propos de quoi ?» Les adultes échangèrent un regard. Nathan hésita,
ne sachant pas combien partager. Mais avant qu'il ne puisse décider, Claire répondit, à propos du fait qu'il veut que vous restiez tous les deux avec lui pour toujours. Les yeux de Maisie s'écarquillèrent. Pour toujours toujours? Nathan lança un regard d'avertissement à Claire, qui haussa les épaules comme pour dire, elle a demandé. Oui, confirma-t-il. J'essaie d'arranger les choses pour qu'on puisse être une famille officielle. Le visage de Maisie s'illumina un instant, pour être remplacé par de l'inquiétude aussi rapidement. Mais et s'il ne nous laisse pas? Demanda-t-elle d'une petite voix. Qui ne nous laisserait pas? Les gens qui décident. La dame avec les lunettes qui est venue ici. Nathan s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains dans les siennes. Maisie, je fais tout ce que je peux pour m'assurer que nous restions ensemble. Il y a des gens qui doivent approuver, mais j'ai de bonnes chances. Claire observait l'échange, l'air plus pensif de seconde en seconde. Maisie réfléchit un moment, puis lâcha une des mains de Nathan pour attraper Monsieur Bouton, son ours en peluche chéri. Elle le regarda comme si elle avait une conversation silencieuse, puis le tendit à Nathan. « Prends-le, dit-elle. Si tout va mal, il restera avec toi. Il n'aime pas avoir froid. » Nathan eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. La simplicité de ce geste, le souvenir de la nuit où il les avait trouvés grelottants, la signification de son offre de son bien le plus précieux, cela le submergea. « Oh, Maisie, murmura-t-il, la voix brisée. Rien ne va mal se passer, je te le promets. Et ta gemme Bouton t'appartient. » Elle secoua la tête, têtue. « Mais si ça arrive, tu t'occuperas de lui? Promis? » Promis. Nathan la serra dans ses bras, incapable d'en dire plus sans que sa voix ne le lâche complètement. Par-dessus l'épaule de Maisie, il vit Claire essuyer discrètement une larme. Leurs yeux se rencontrèrent et une compréhension silencieuse passa entre eux. Après que Nathan eut recouché Maisie, il retourna au salon où Claire attendait. « Elle t'a donné son ours en peluche », remarqua Claire, non pas comme une question mais comme une affirmation. « Oui. Cet ours, c'est son bien le plus important, n'est-ce pas ?» Nathan hocha la tête, la gorge toujours serrée. Claire prit une profonde inspiration. « Je crois que je te dois des excuses. Je n'avais pas réalisé, je n'avais pas pleinement compris ce qui se passait ici. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Cette fille te fait confiance plus qu'à quiconque au monde. Je l'ai vu dans ses yeux. Et toi, eh bien, tu aimes vraiment ces enfants. Plus que je ne peux l'expliquer, admit Nathan. Elle a mentionné avoir froid, continua Claire. C'est comme ça que tu les as trouvés? Dehors, dans le froid. À l'intérieur d'une boîte en carton, par une nuit d'automne glaciale. Maisie protégeant Rowan, me demandant de ne pas le laisser avoir froid. Claire ferma brièvement les yeux. Quand elle les rouvrit, il y avait une nouvelle résolution. « Comment puis-je aider » demanda-t-elle. « Avec la procédure de garde, je veux dire. » Nathan pouvait à peine croire ce qu'il entendait. « Alors tu as changé d'avis ?»« Disons que j'ai été convaincue par une experte de 4 ans, répondit-elle avec un petit sourire. « De plus, tu sembles déterminée. Et les Fischer sont connus pour leur entêtement. » Détermination, corrigea Nathan en lui rendant son sourire. « Appelle ça comme tu veux. Alors, quel est le plan ?» Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes juridiques, Claire étant avocate, elle avait des conseils précieux, Nathan ne pouvait s'empêcher de penser à l'offre de Maisie. L'ours en peluche. Protection contre le froid. Comment une enfant de 4 ans pouvait-elle comprendre tant de choses sur la perte et la séparation? Comment pouvait-elle être si forte et si vulnérable à la fois? À ce moment-là, Nathan réalisa qu'il ne pouvait vraiment plus imaginer sa vie sans Maisie et Rowan. Il ne s'agissait pas de faire la bonne chose ou d'aider des enfants dans le besoin. Il s'agissait de se sentir complet, d'appartenir. Claire interrompit ses pensées. « À quoi tu penses? Tu as l'air à des millions de kilomètres. » Je pensais à ce que j'ai dit à Maisie, sur le fait que nous soyons une famille officielle. Et j'ai réalisé que nous en sommes déjà une. La paperasse ne fera qu'officialiser ce qui existe déjà dans nos cœurs. Claire roula des yeux, mais sourit. Mon frère le poète. Qui l'eût cru? Plus tard, après le départ de Claire, Nathan vérifia les enfants une dernière fois avant de se coucher. Rowan, comme d'habitude, dormait sereinement, les petits poings serrés près de son visage. Maisie avait repris Monsieur Bouton dans ses bras. Nathan se pencha, ajustant la couverture sur elle. « Ne t'inquiète pas, murmura-t-il, sachant qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Personne n'aura plus froid. Plus jamais. » Le tribunal de la famille n'était pas aussi imposant que Nathan l'avait imaginé.
Pas de haut plafond ni de banc en bois sombre, juste une pièce fonctionnelle au mur beige, quelques plantes artificielles et l'emblème officiel derrière le bureau du juge. Malgré tout, son cœur battait la chamade alors qu'il attendait dans le couloir, ajustant la cravate que Linda avait insisté pour qu'il porte. À côté de lui, son avocat revoyait ses notes avec une expression confiante. « Nous avons un dossier solide », dit-il pour la 3e fois ce matin-là. Les rapports des assistantes sociales sont positifs, les enfants sont clairement bien soignés et heureux. Nathan hocha la tête, essayant d'y croire. Les 6 derniers mois avaient été des montagnes russes émotionnelles et bureaucratiques. Formulaires sans fin, entretiens, visites surprises à domicile, évaluations psychologiques. Chaque aspect de sa vie avait été scruté, mesuré, évalué. Et maintenant, enfin, le jour de la décision était arrivé. « Où sont les enfants ?» demanda l'avocat. Avec Linda, dans la salle des enfants au bout du couloir. J'ai pensé qu'il ne devrait pas assister à tout ça. Sage décision. Le juge voudra peut-être les voir après, si les choses se passent bien. Si les choses se passent bien. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Nathan. Et si ce n'était pas le cas? Et si, après tous ces mois à construire une vie ensemble, le système décidait que ce n'était pas suffisant? La porte de la salle d'audience s'ouvrit. Une femme en tailleur en sortit avec une expression neutre. « Monsieur Fischer? Le juge va vous recevoir maintenant. » Nathan prit une profonde inspiration et entra, suivi de son avocat. De l'autre côté de la pièce était assise Madame Reynolds, l'assistante sociale qui avait supervisé l'affaire depuis le début. Elle offrit un petit sourire encourageant. À côté d'elle se trouvait une représentante des services de protection de l'enfance que Nathan n'avait rencontrée qu'une seule fois. Le juge Maurice avait environ 60 ans, des cheveux gris et des yeux vifs derrière des lunettes de lecture. Il n'avait pas l'air intimidant ni particulièrement amical, juste observateur. « Bonjour à tous », commença-t-il après les formalités d'usage. Nous sommes ici pour statuer sur la demande de garde permanente déposée par M. Nathan Fischer concernant les enfants Maisie Carter, 4 ans, et Rowan Carter, 8 mois. Correct? Oui, votre honneur, confirma l'avocat. J'ai lu tous les rapports et évaluations, continua le juge. Mais avant de rendre ma décision, j'aimerais entendre directement M. Fischer. Il se tourna vers Nathan. Monsieur Fischer, pourquoi souhaitez-vous obtenir la garde permanente de ces enfants? La question semblait simple, mais Nathan savait qu'elle était tout sauf ça. Comment résumer ce qui s'était passé au cours des derniers mois? Comment expliquer à un étranger la profondeur de son lien avec Maisie et Rowan? Votre honneur, commença-t-il, sa voix plus stable qu'il ne s'y attendait, quand j'ai trouvé ces enfants cette nuit d'octobre, je ne cherchais pas à fonder une famille. Pour être honnête, je savais à peine ce que je cherchais dans ma propre vie. Il marqua une pause, organisant ses pensées. J'avais une carrière réussie, un appartement confortable, des amis. En surface, il semblait que j'avais tout. Mais à l'intérieur, il y avait un vide que je reconnaissais à peine, et encore moins que je savais comment combler. Le juge l'observa, expression neutre. Cette nuit-là, je quittais un gala de charité, un de ces dîners chics où les gens donnent de l'argent pour se sentir bien dans leur peau. J'ai fait mon don, salué les bonnes personnes et je suis parti sans rien ressentir. Absolument rien. Nathan remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Il croisa les doigts pour le cacher. Puis je les ai trouvés. Une fillette de 4 ans s'occupant d'un bébé, caché dans une boîte en carton. Maisie m'a regardé et m'a dit, « Ne le laissez pas avoir froid, s'il vous plaît. » Elle n'a rien demandé pour elle-même. Elle voulait juste protéger son frère. Le juge prit une note, son visage toujours illisible. Au cours des 6 derniers mois, votre honneur, ma vie a complètement changé. Pas seulement en termes pratiques, horaires de travail, logement, routine quotidienne. Elle a fondamentalement changé qui je suis. Nathan sentit l'émotion monter dans sa gorge, mais il ne la retint pas. S'il y avait jamais eu un moment pour être totalement honnête, c'était maintenant. J'ai appris ce que c'est que d'être responsable de quelqu'un d'autre que soi-même. J'ai appris à chanter des berceuses, même si je chante terriblement faux. J'ai appris que je pouvais fonctionner avec beaucoup moins de sommeil que je ne l'aurais jamais cru possible. Un petit sourire effleura ses lèvres. J'ai appris que la terreur pure, c'est de voir une enfant de 4 ans avec de la fièvre à 3 heures du matin. Et le soulagement absolu, c'est de voir cette fièvre tomber. Le juge hocha la tête, presque imperceptiblement. Mais plus que tout, j'ai appris ce que signifie aimer inconditionnellement. Je n'imaginais pas qu'il était possible d'aimer quelqu'un comme j'aime Maisie et Rowan. Quand ils sont entrés dans ma vie, ce vide dont j'ai parlé, il a tout simplement disparu.
Nathan marqua une pause, rassemblant son courage pour la partie la plus difficile. Je sais que je ne suis pas le candidat parfait. Je suis célibataire, je n'ai jamais eu d'enfant auparavant et j'apprends au fur et à mesure. Je fais des erreurs tous les jours. Mais je peux vous promettre une chose, je n'abandonnerai jamais, jamais, ces enfants. Ils auront la stabilité, la sécurité, l'éducation, surtout, l'amour. Parce que ces enfants, votre honneur, ils sont ma famille maintenant. Et je ferai n'importe quoi pour eux. La pièce était silencieuse quand il eut fini. Son avocat avait l'air satisfait. Madame Reynolds arborait un sourire discret. Même la représentante des services de protection de l'enfance semblait légèrement émue. Le juge retira ses lunettes, les nettoyant méthodiquement avec un chiffon. Monsieur Fischer, j'apprécie votre franchise. Je sens qu'il y a un lien sincère entre vous et ces enfants. Il était sur le point de continuer quand la porte s'ouvrit. Tout le monde se tourna pour voir Claire entrer précipitamment, légèrement essoufflée, comme si elle avait couru. Mes excuses pour le retard, votre honneur, dit-elle formellement. Je suis Claire Fischer, la sœur du demandeur. Nathan sentit son estomac se nouer. Ces dernières semaines, Claire était revenue à sa position initiale contre l'adoption. Malgré ce moment de compréhension mutuelle autour de M. Bouton, elle avait finalement exprimé de nouvelles réserves, affirmant que Nathan idéalisait la parentalité et que la réalité serait bien différente de ce qu'il imaginait. Madame Fischer, dit le juge, clairement surpris. Je ne vois pas votre nom sur la liste des témoins. Je sais, votre honneur. Mais je sens que je dois parler. C'est important. Le juge réfléchit brièvement, puis hocha la tête. Très bien, mais soyez brève, s'il vous plaît. Claire prit position au centre de la pièce, évitant le contact visuel direct avec Nathan. Tout le monde pouvait sentir la tension. L'avocat de Nathan se pencha pour lui murmurer quelque chose, mais Nathan lui fit signe d'arrêter. Il voulait entendre ce que sa sœur avait à dire, même s'il craignait ses paroles. Votre honneur, commença Claire, sa voix d'avocate professionnelle momentanément en place, je suis venue ici aujourd'hui pour arrêter cette décision, mais pas de la manière que vous pourriez penser. Elle prit une profonde inspiration, et quand elle reprit, sa voix était plus douce, plus personnelle. Il y a 6 mois, quand mon frère m'a dit qu'il avait trouvé 2 enfants abandonnés et qu'il avait décidé de s'en occuper, j'ai cru qu'il avait perdu la tête. Nathan a toujours été le rationnel de notre famille. Le planificateur. Le prudent. Cette décision semblait complètement hors de caractère. Nathan la regardait, incapable de lire son expression. J'ai argumenté contre. J'ai énuméré toutes les raisons pour lesquelles ce serait difficile, tous les sacrifices qu'il devrait faire, toutes les complications qui surgiraient. J'ai dit qu'il était impulsif, émotionnel, irrationnel. Claire marqua une pause, regardant enfin Nathan droit dans les yeux. Des larmes brillaient dans ses yeux, chose qu'il voyait rarement. J'avais tort, dit-elle, la voix tremblante. Complètement tort. Au cours des derniers mois, j'ai vu mon frère s'occuper de ses enfants avec plus d'amour que beaucoup de parents que je connais. Il a changé. Et pour être honnête, j'ai changé aussi, juste en le regardant. Les mots étaient lourds d'émotion. Nathan sentit sa propre vision se brouiller de larmes qu'il essaya de retenir. Maisie et Rowan ne pourraient pas avoir un meilleur père, continua Claire. Et oui, votre honneur, j'ai dit père. Parce que c'est ce que Nathan est pour eux maintenant. Pas un tuteur temporaire, pas juste un gardien. Mais un père, dans tous les sens qui comptent. Claire essuya discrètement une larme. En tant qu'avocate, je comprends que le système est là pour protéger les enfants, pour s'assurer qu'ils aient le meilleur foyer possible. Et je peux témoigner, sans aucun doute, que le meilleur foyer pour Maisie et Rowan est avec mon frère. Quand elle eut fini, le silence dans la pièce était tangible. Nathan voulait se lever, serrer sa sœur dans ses bras et la remercier, mais il resta en place, conscient du protocole du tribunal. Le juge ajusta ses lunettes, regardant de Claire à Nathan, puis aux autres personnes présentes. Finalement, il fit un geste vers l'assistante sociale. Madame Reynolds, quelque chose à ajouter ? Seulement pour réaffirmer ce que j'ai inclus dans mes rapports, votre honneur. Les enfants s'épanouissent sous la garde de Monsieur Fischer. Il existe un lien indéniable entre eux. Ma recommandation officielle est d'accorder la garde permanente. Le juge hocha la tête, feuilletant quelques documents devant lui. Quand il regarda à nouveau Nathan, il y avait une chaleur dans son expression qui n'y était pas auparavant. Monsieur Fischer, en 30 ans de magistrature, j'ai appris à reconnaître la sincérité quand je la vois. Et ce que je vois ici aujourd'hui, c'est une famille. Pas une famille traditionnelle,
peut-être, mais définitivement une famille. Nathan osait à peine respirer. Sur la base des témoignages entendus aujourd'hui, des rapports des services sociaux et de toutes les preuves présentées, je suis prêt à rendre ma décision. Le juge se redressa. J'accorde par la présente la garde complète et permanente de Maisie Carter et Rowan Carter à Nathan Fisher, avec tous les droits et responsabilités que cela implique. Les mots mirent un moment à s'imprégner. Quand Nathan comprit enfin, une vague d'émotion écrasante faillit le faire s'effondrer. Il dut s'agripper à la table pour se stabiliser. « Merci, votre honneur », réussit-il à dire, la voix tremblante. « Merci. » Le juge sourit. « J'aimerais rencontrer vos enfants maintenant, monsieur Fisher. Pourriez-vous les amener ?» Quelques minutes plus tard, Nathan revint avec Maisie lui tenant la main et Rowan dans ses bras. La petite fille regarda autour d'elle avec curiosité, mais ne montra aucune de la peur qu'elle aurait pu avoir des mois auparavant. « Maisie, Rowan », dit le juge, le ton nettement plus doux. « Vous venez d'obtenir officiellement un papa. Qu'en pensez-vous » Maisie regarda Nathan, puis le juge. « Il était déjà notre papa », répondit-elle simplement, avec la sagesse franche d'une enfant. « Maintenant, tout le monde le sait. » Un léger rire parcourut la pièce. Le juge hocha la tête, visiblement touché. « Vous avez absolument raison, jeune demoiselle. » Pendant que les derniers documents étaient signés, Claire s'approcha de Nathan sans un mot. Ils se serrèrent dans les bras, Rowan niché confortablement entre eux. Maisie se joignit à eux, enroulant ses bras autour de leurs jambes. En quittant le palais de justice, Nathan portait Maisie dans un bras et Rowan dans l'autre. Le soleil d'avril brillait de mille feux, comme s'il célébrait avec eux. Ses yeux étaient humides, mais son cœur n'avait jamais été aussi léger. Il n'était plus seulement l'homme qui les avait trouvés par une nuit froide, qui les avait temporairement accueillis, qui avait appris à les aimer. Maintenant, aux yeux de la loi et du monde, il était ce que son cœur savait depuis des mois, il était leur père. 6 mois après l'audience, la vie avait trouvé son rythme chez les Fisher. L'appartement était nouveau, plus grand, plus lumineux, avec une chambre pour chaque enfant et un petit balcon pour observer les étoiles la nuit. Mais le vrai changement résidait dans la vie qui y pulsait. Là où régnait autrefois l'ordre et le silence, il y avait maintenant des jouets éparpillés, des rires et les pleurs occasionnels d'un bébé, que, étrangement, Nathan n'échangerait pour rien au monde. Sur le mur principal du salon, soigneusement encadré, était accroché l'un des dessins de Maisie, 3 personnages se tenant la main devant une maison jaune, avec les mots « Plus froid ici », écrits en grosses lettres colorées et inégales en haut. C'était le premier dessin qu'elle avait fait après avoir déménagé dans le nouvel appartement. Chaque fois que Nathan le regardait, il ressentait une profonde certitude, il avait enfin trouvé son foyer. Les matins étaient une symphonie de chaos organisé. Ce matin particulier, Nathan était plus nerveux que d'habitude, c'était le premier jour de Maisie à l'école primaire. Elle avait insisté pour choisir sa propre tenue, une robe bleue avec des étoiles argentées et des baskets rouges. « Tout est dans mon sac à dos ?» demanda-t-elle, vérifiant méticuleusement ses fournitures scolaires. « Mon déjeuner, ma trousse, Monsieur Bouton ?»« Monsieur Bouton vient aussi ?» demanda Nathan, cachant un sourire tout en nourrissant Rowan. « Il restera caché dans mon sac » murmura Maisie. « Juste pour que je ne sois pas nerveuse. » Sur le chemin de l'école, Maisie bavarda avec enthousiasme des amis qu'elle prévoyait de se faire. Mais lorsqu'ils arrivèrent au portail coloré, sa petite main serra celle de Nathan avec une force surprenante. « Et si personne ne m'aime » murmura-t-elle. Nathan s'agenouilla à sa hauteur. « Impossible. Tu es la personne la plus cool que je connaisse. » Cela lui arracha un sourire. Les épaules carrées comme une petite guerrière, Maisie entra dans la classe avec un dernier signe de la main. À 15 heures, papa. Papa. Le mot envoyait toujours une vague de chaleur dans la poitrine de Nathan chaque fois qu'il l'entendait. De tous les titres qu'il avait portés dans la vie, aucun ne signifiait autant que celui-ci. De retour à la maison, il trouva Linda essayant de convaincre Rowan de manger de la purée de carottes, avec peu de succès. Papa, babilla le bébé quand il vit Nathan, tendant ses bras potelés. Il vient de dire papa, s'exclama Linda comme si elle assistait à un miracle. Vous avez entendu ça? Techniquement, il a dit papa, ce qui pourrait vouloir dire n'importe quoi, répondit Nathan, bien que son cœur ait bondi. Papa, insista Rowan en pointant directement vers lui. Linda lança un regard triomphant à Nathan. Vous disiez? La vie avait changé à tous égards. Son travail, autrefois au centre de son existence, occupait désormais une place soigneusement délimitée. Nathan quittait le bureau à 17h pile,
ignorant les regards surpris des collègues qui le voyaient autrefois rester tard. Les week-ends étaient sacrés, réservés uniquement à ses enfants. Il avait appris à faire des pancakes le dimanche, ceux de Maisie en forme de cœur, ceux de Rowan coupés en morceaux faciles à gérer. Il avait aussi appris à réparer les jouets cassés, à soigner les genoux éraflés et à assembler des mobiles en papier, des compétences dont il n'aurait jamais imaginé avoir besoin, mais qui lui semblaient maintenant aussi essentielles que de respirer. Un samedi après-midi, après une journée au parc, Nathan trouva Maisie et Rowan profondément endormis dans le salon. Elle sur le canapé avec un livre d'histoire ouvert sur ses genoux, lui sur le tapis, entouré de blocs colorés, une petite main tendue comme pour essayer d'atteindre sa sœur même en dormant. Nathan s'arrêta sur le seuil, savourant l'instant. Sans prendre de photos. Certains moments étaient trop précieux pour être capturés. Ils étaient destinés à être vécus. Cette nuit-là, comme tant d'autres, Nathan s'assit sur le petit balcon de son appartement, inhalant l'air frais et réfléchissant à tout ce qui avait changé. Puis Maisie apparut, se frottant les yeux dans son pyjama à motif de fusée. « Tu n'arrives pas à dormir » demanda-t-il en lui faisant de la place. Maisie secoua la tête, se blottissant contre lui et levant les yeux vers le ciel étoilé. « Je pensais à maman. » Nathan passa un bras autour d'elle doucement. « À quoi pensais-tu à son sujet ?» Elle pointa le ciel. « Tu vois cette étoile ? C'est maman. Je crois qu'elle est contente. » « Pourquoi penses-tu qu'elle est contente ? » « Parce qu'on est ensemble. Et personne n'a froid. » La simplicité et la profondeur de son observation coupèrent presque le souffle à Nathan. À ce moment-là, un léger cri vint de la chambre. Rowan s'était réveillé. « Je vais le chercher, » dit Nathan. Mais Maisie était déjà sur pied. « J'y vais. Il aime quand je lui chante. » Quelques minutes plus tard, ils étaient tous les trois sur le balcon, regardant les étoiles. Rowan babillait joyeusement dans les bras de Nathan, tandis que Maisie pointait à nouveau l'étoile brillante, expliquant à son frère que c'était maman. Nathan serra ses enfants contre lui, ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue. Il avait passé tant de temps à courir après le succès et l'épanouissement, sans jamais soupçonner qu'il viendrait sous la forme de 2 enfants abandonnés dans une boîte en carton. Maintenant, il comprenait. La vie n'avait pas besoin d'être parfaite, juste vécue avec amour. Et l'amour, il l'avait appris, pouvait apparaître dans les endroits les plus inattendus, en commençant par un simple geste d'empathie par une nuit froide. « Tu veux entendre une histoire ?» demanda Maisie en se tournant vers Nathan et Rowan. « Celle du dragon que la princesse a sauvé ?»« On adorerait, » répondit Nathan en souriant à ses enfants sous le ciel étoilé. Les nouveaux départs peuvent surgir dans les endroits les plus improbables. Parfois, un seul acte de compassion est le premier pas vers une vie d'amour.